Et avant les frissons, les présentations, je vais faire un petit tour de table pour que vous puissiez un peu expliquer qui vous êtes pour les gens qui ne vous connaîtraient pas. Pour ceux qui ont écrit, vous pouvez en profiter pour donner le titre de votre dernier livre ou autre chose. C'est par exemple un des moments pour le faire, mais on en reparlera évidemment avec toutes les questions qui nous attendent. Et à tout hasard, on va commencer par les dames, puisqu'elles étaient là bien avant. Bah oui, c'est comme ça. Et alors Amstramgram, j'ai envie de commencer par Aude. Et il faut parler bien fort dans le micro, me glisse-t-on à l'oreille. Salut Aude, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Salut Fred. Moi je suis une passionnée de littérature depuis très très longtemps. Mes maîtres ont toujours été Lovecraft et Poe depuis ma plus tendre enfance. Après j'ai eu King et en fait je suis toujours restée dans ce registre-là. Dean Koontz, Masterton, tout ça. Et il y a à peu près 2 ans et demi, je me suis décidée à faire des chroniques et je pensais pas que ça irait aussi vite, mais du coup j'ai reçu des bêta-lectures, pas mal de choses et ça avance petit à petit. Donc voilà. Et on peut te retrouver principalement sur Instagram, sur Facebook. Oui, Instagram, Facebook, Babelio pour le moment, et j'ai un futur blog qui va arriver, mais qui est en cours de construction pour le moment. Et voilà, c'est le tout début pour moi. C'est le tout début. Et bienvenue à l'alchimiste des mots. Mais on va faire peur aux gens ce soir. On va faire peur. Tu vois, tu finis à peine ta présentation qu'on se fait attaquer gentiment par un raid. Pour vous qui ne connaissez pas, eh bien, ce sont des personnes qui étaient sur la chaîne d'alchimiste des mots que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Merci infiniment de nous rejoindre pour cette soirée spéciale Halloween. Je suis déguisé en licorne, comme vous le voyez. Et si vous ne connaissez pas la chaîne, je vais vous expliquer en 2 mots parce que j'ai tout prévu, parce qu'on m'a obligé. C'est vrai. Ça me fait plaisir. Je suis ravi de vous accueillir. On est tous ravis. Et en gros, je suis romancier belge. La plupart du temps, je ne suis pas déguisé en licorne. J'aime tuer des gens qui n'existent pas. Et ça, c'est un peu quelque chose qui nous rassemble ce soir aussi, puisqu'on est un peu dans le thème de la peur. Mais je suis plutôt sympa le reste du temps. J'ai ouvert la porte de Twitch pour y héberger la boîte. Et la boîte, c'est quoi? C'est un espace convivial où j'organise des interviews, des quiz, des tables rondes, comme ce soir, sur le monde des livres. Et ce soir, eh bien, on a un très 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 beau programme avec Aude Offray, avec Christelle Colpart-Soufflet, avec Fred Livens, et puis Fred Fontes qui est en chemin, je crois, qui va bientôt arriver pour parler de ce qui fait peur aux lecteurs en 2022. En gros, j'ai la chance de côtoyer des personnes exceptionnelles par ma petite casquette d'auteur. Eh bien, j'essaie de vous en faire profiter sur cette chaîne tous les jeudis soirs. Bienvenue à vous, je suis super heureux de vous accueillir. Merci pour le follow à Julien, avec plein de haine. Plein de haine. Est-ce qu'il y a plein de haine dans tes livres, Christelle? Est-ce que tu peux te présenter pour... on va continuer notre petit tour de table. Te présenter... Donc, moi c'est Christelle Colpart-Soufflet, donc autrice, auteure, parce qu'autrice j'aime pas, depuis une dizaine d'années, publiée depuis une dizaine d'années, mais j'écris depuis que je suis ado, je dirais. Donc roman d'horreur, du paranormal. Je suis adepte de l'urbex, donc je vais visiter des lieux abandonnés et en fonction des ressentis sur place, soit j'écris pas. Si je ressens rien, j'écrirai pas. Mais en général, horreur paranormale. Horreur paranormale. Un petit mot sur ton dernier livre, tant qu'on y est, puisque c'est ma lecture en cours. Nécrosis qui, bien trash, quoi, sur les habitants d'un hameau qui ont disparu du jour au lendemain, et voilà, il y a une enquêtrice privée qui va mener l'enquête, et c'est l'horreur. Et c'est l'horreur. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre du raid,
Aude Offray, qui vient de se présenter juste avant, est une très très grande lectrice de tout ce qui fait peur. Vous avez vu, on est sur Martine à la plage, hein, en gros, aujourd'hui soir, ou pas. Et Aude est une lectrice, chroniqueuse de tout ce qui fait très très peur. On va l'entendre sur plein de questions ce soir aussi, alors qu'on a récupéré Fred, mais pas dans le bon sens. Ça va aller, je vous le jure, ça va aller. Vous ne le savez pas, mais ça va aller, en vrai. Fred Livins, bonsoir, comment vas-tu? Et est-ce que toi aussi tu peux te présenter? Un petit mot sur ton dernier, tant qu'à faire, hein, tant qu'on est dans le petit tour de table pour se présenter au début, puisque vous n'avez rien raté, vous qui nous avez rejoints il y a quelques minutes, ou presque, à part mes petites galères informatiques, mais bon, si vous êtes des habitués de la chaîne, vous savez bien, on s'en sort toujours. Toujours. Presque. Bonsoir, d'abord merci pour l'invitation Fred. Moi c'est Frédéric Livins, en fait je suis auteur édité depuis maintenant, il y aura 25 ans cette année, en novembre. Je viens de finaliser mon 42e bouquin. J'écris pour les adultes principalement, mais ces dernières années je me mets beaucoup à la jeunesse. Le fait d'avoir des enfants m'a fait découvrir la facette jeunesse de laquelle je prends beaucoup de plaisir. Je suis un écrivain de fantastique principalement, quelques romans d'horreur, donc je suis plus un écrivain de fantastique que d'horreur. Et voilà, mon petit dernier s'appelle le Cinéma hanté, qui se passe dans le nord de la France, à Waterloo, juste à côté de chez moi. Et c'est pour le compte des éditions Faute de Frappe, dans la collection Quai des Cauchemars. Et je viens de boucler, justement, le 42e, c'était un autre roman pour les éditions Faute de Frappe que je vais envoyer à l'éditeur demain ou après-demain, quand j'aurai fini ma relecture. Voilà, je varie un peu les plaisirs. Et puis ici, j'ai même une BD qui est achevée ici en novembre, pour laquelle je vais démarcher les éditeurs. Voilà. Eh ben dis donc, 42 livres, je disais en intro. Et je pense que Christelle, est-ce que tu comptes? Parce que j'ai vu, il y en a beaucoup aussi. Attends, j'ai noté ça quelque part parce que ça m'a évidemment attiré aussi comme chiffre. Je sais pas si tu comptes, toi. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ouais, 25. 25 bouquins. J'étais à 27, personnellement, mais... 27 c'est possible. Ah si, moi je sais plus. Je ne sais plus. Tout ça pour vous dire que les gens qui sont avec nous ce soir savent de quoi ils parlent. Quand il s'agit de faire peur aux gens, je pense qu'ils ont écrit à eux deux plus de livres que j'en écrirais en plus ou moins une dizaine de vies. Et donc, rien que pour ça, vous avez tout mon respect. Fred, si tu m'entends, j'espère que oui, il faut absolument que tu mettes ton téléphone dans l'autre sens, en horizontal. Sinon, je peux rien faire. Un petit looping. Et alors, il faut... J'ai envie de le mettre juste parce que c'est drôle. Il faut que tu actives le fait que quand tu tournes le téléphone, ça pivote en horizontal. C'est une option quelque part. Je te laisse regarder la rotation. Est-ce que ça vous donne envie dans le chat de lire tout ça? Je vais déjà vous poser ma première question. Elle est très générale. En fait, c'est un peu le thème de cette soirée. Et puis, on va accueillir Fred dans... À moins que... Moi, je dis que ça se tente. Et vous savez, les stars, ça se fait toujours désirer. Salut Fred, on te voit. Est-ce que tu nous entends? Ok, il n'y a pas de son. Tout va bien. Alors, je sais que ça va être compliqué, mais si tu m'entends, il faut que tu coupes et que tu reviennes. Parce que, à mon avis, le téléphone n'a pas aimé que tu le retournes dans tous les sens. Salvatore a eu la même chose la semaine dernière ou il y a 2 semaines. On ne t'entend pas du tout. Donc, je pose ma petite question et, à mon avis, tu dois couper et revenir. Donc, avec le lien, comme tu viens de faire. Ah, voilà. Là, tu dois m'entendre mieux, là, je pense. Oui, tu viens de me crever un tympan, mais ça va. Bonsoir, Fred. Bienvenue. Bonsoir. Comment ça va? C'était pas simple. J'avais mis un micro. Bah écoutez, j'ai perdu 4 litres de sueur là, rien qu'à essayer de me connecter là entre le téléphone et le Mac que je déteste. Voilà. Mais tu vas faire croire aux gens que c'est compliqué, mais en fait ça va. Je suis une buse en Mac. Regardez, Mac non. Est-ce que t'aurais pas mis t'as mis de lentilles flippantes?
Oui. Alors attendez. Le téléphone est tombé. Forcément, il faut le mettre dans l'autre sens. Donc, j'avais pas prévu de le mettre dans ce sens-là. Voilà, j'ai mis des lentilles. Alors, le problème, c'est que comme je suis un binoclard, je porte des lentilles normalement, mais il faut que je mette mes lunettes parce que c'est pas des lentilles de vue. Ouais. J'ai fait un effort. J'ai mis des lentilles et j'ai mis des cheveux aussi, Fred. J'ai mis une capuche. Aujourd'hui, on voit pas. C'est une capuche de cheveux. C'est le Salut Asma, bienvenue. Merci de l'avoir aidé. Merci. Ah oui, Asma, la pauvre. Voilà, alors, vous savez, c'est ça. Hein, on rétropédale. Alors, qui nous accompagne, il faut qu'elle. Écoute, tu as raté toute la présentation, mais c'est pas grave, je te réexpliquerai vite fait après. Je trouve aussi. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es pour les gens qui te découvrent? C'est culturellement dingue. Oui, parce que la dernière fois, apparemment, il n'apparaissait pas. Alors, c'est pour ça, je montre. Donc. Qui es-tu en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas? Bah oui. Je suis blogueur depuis que j'ai une connexion Internet. Pour vous dire. Voilà. C'était hier. J'étais sur les forums, à la base des forums de lecteurs et de romanciers. Donc, forum de Granger, forum de Chatham, par exemple. Et puis, à force de copier-coller des chroniques à droite et à gauche, ça fait bizarre les lentilles. Hein. À force de copier les chroniques à gauche et à droite, on m'a conseillé un jour de faire un blog. Donc, j'ai fait 4 de couve en 2009. Voilà, et puis ça vit son bonhomme de chemin. Et donc, ce fabuleux t-shirt, là, c'est une nouvelle aventure avec le pote David qui nous regarde ce soir. Je t'embrasse, David. Salut, David. Faut encore que je t'écrive. Bah oui, parce qu'il faut que tu viennes à l'occasion, David, évidemment. Oui, il faut qu'on fasse un truc avec David, évidemment. Et puis, donc, avec David, on s'est lancé dans la folle aventure d'une chaîne YouTube qui est devenue une chaîne sur Facebook maintenant, où on fait de la déconne en parlant des romans. Ça s'appelle C'est culturellement dingue. On fait des sketchs. On fait un JT de l'édition. Et puis là, on réfléchit à peut-être se lancer dans une autre aventure, à continuer les conneries en ligne, mais peut-être faire d'autres choses. C'est hush pour le moment, mais voilà. Et donc, fan de thriller à la base, mais pas que. Et puis voilà. Et on va parler d'horreur. Tu aimes les choses qui font peur. On va en parler tout de suite. Oui. C'est ma première question. Je vous la pose aussi à vous dans le chat parce que je vais me faire un plaisir de relayer ça auprès de nos invités. Qu'est-ce qui fait peur aux lecteurs? Et là, j'ai envie de donner la parole à Christelle pour commencer. Je vais changer chaque fois parce que je suis comme ça. Je suis plein de surprises. Qu'est-ce qui fait peur aux lecteurs d'après toi en 2022? C'est important. Qu'est-ce qui fait peur au lecteur? Pourquoi c'est moi qui commence? Eh bien, ce qui fait peur aux invités, c'est de commencer, visiblement. Bah ouais. Qui veut dépanner? Je suis gentil, un joker, mais c'est le seul. Fred, allez, on t'écoute. Je crois que les mécanismes sont toujours les mêmes, en fait, à travers le temps, sauf quand tu fais des petits reflets de société. Mais je crois que c'est toujours un petit peu les mêmes peurs primales qui reviennent chez les êtres humains, même si ça a tendance à évoluer selon les modernisations. Mais je crois que toujours le noir, la mort, la maladie, la souffrance, la perte d'un proche, c'est toujours les peurs récurrentes pour l'être humain à travers les âges. Voilà, je me répète, c'est bien. Tant que je me répète pas dans les romans, c'est mieux. Donc je crois que à part des petites actualisations comme ça de temps en temps, c'est toujours la même chose qui revient, que ce soit du temps de Poe, de Lovecraft, ou plus récemment de King, de Masterton, ou de nous, voilà quoi. C'est mon avis, à moi, et je le partage, voilà. Et tu le partages très très bien, et puis dans le chat on nous dit, alors, salut Twitch or Twix, rien revenu, ça fait un petit temps, je suis ravi de te réaccueillir ici. La pénurie de papier, l'armée des Fred, c'est vrai que là il y a 3 Fred. Yeah. Ça fait beaucoup. Il y a 3 Fred ce soir. Bah oui. Donc la pénurie de papier, nous dit Mickaël. Le robot de Kiko décide de vivre sa vie, faites pas attention. C'est parce que Kiko n'est pas là, alors il fait n'importe quoi. C'est une soirée bizarre, c'est normal, ne vous inquiétez surtout pas. Ouais, des grands classiques, donc t'expliquais Fred, des grands classiques, et puis parfois des choses plus ponctuelles. Aude, qu'est-ce qui fait peur aux gens en 2022 ? Je vais rejoindre Frédéric. Je pense que ce qui fait peur, c'est ça, c'est la mort,
la maladie, les blessures, c'est la vie après la mort. Est-ce qu'il y a une existence? Est-ce qu'il n'y en a pas? Le noir, tout ça, toute cette ambiance oppressante. Je pense que c'est autour de ça. C'est se retrouver dans une espèce de petite capsule de frayeur. L'au-delà ou comme fait Christelle avec l'urbex et le surnaturel. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit pas? Je pense que il y a toujours un doute. En plus, il y a beaucoup maintenant dans les livres d'horreur, je trouve, malheureusement, de choses qui rejoignent la réalité. On le voit bien avec Dahmer en ce moment sur la série et des choses comme ça. Donc c'est encore plus flippant, quoi. Pas mal de choses. De nouveau, on revient des grands classiques. Christelle, tu te sens d'attaque? Bah ouais, en fait, je me retrouve dans tout ce qu'ils disent, hein. Je pense que ce qui fait peur aussi aux gens, c'est ce que l'être humain est capable de faire. Ouais. C'est de plus en plus terrible, et c'est ce que pas que je dénonce un peu dans mes bouquins, mais je m'en sers beaucoup, notamment dans mes histoires d'horreur. L'être humain, c'est le pire des animaux, quoi. C'est l'être humain, quoi. Et donc tu dirais, c'est pire dans la vie de tous les jours que dans les livres qu'on peut inventer, alors? D'une certaine manière. Ouais, je pense. Ouais. Moi, je m'inspire beaucoup de ce que je vois à la télé, le journal télévisé, tout ça, c'est une catastrophe, quoi. Et je pense que c'est la pire des bêtes, quoi. Ouais. Fred Fontes. Ah, qu'est-ce qui fait peur? Moi déjà, je parviens à dissocier l'horreur que je peux lire dans un bouquin ou l'horreur que je vois dans un film avec l'horreur au quotidien. J'ai un plaisir presque jouissif à lire ça ou à voir ça dans un film, et évidemment pas le cas avec la réalité ou les faits divers qu'on a actuellement. J'habite dans le 19e arrondissement de Paris, hein, donc ce qui est arrivé à la petite Lola, ça, quand j'y pense, ça me scotche. Je veux parler de ça, mais je veux juste dissocier les choses, quoi. C'est-à-dire que le plaisir que je peux prendre dans un bon livre, un bon thriller ou un bon film, évidemment, c'est pas le même avec la réalité à laquelle aussi j'ai pu être confronté des fois dans mon boulot. C'est deux choses parfaitement différentes. Donc, qu'est-ce qui me fait peur dans les romans ou dans les films? Parce que je pense que parler d'horreur en roman, je peux pas parler de roman horreur dans les romans sans parler des films, moi. Même si, comme ça a été dit par Fred tout à l'heure, il me semble, Lovecraft, il n'a pas eu besoin du cinéma pour exister. Il était là bien avant tout ça. Mais moi qui suis un enfant des années 80, le cinéma d'horreur m'a nourri aussi le lecteur que je suis actuellement. Donc, évidemment, étant né dans les années 70, j'ai grandi devant Canal+. Donc en 84, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont été les premiers abonnés à Canal. Donc j'ai grandi devant Canal. J'avais 9 ans, hein, pour vous dire. 10 ans, le premier film d'horreur. Hein, mais qu'est-ce qui fait peur, en fait? Donc je pense, c'est ce qu'on maîtrise pas, en fait. Et ce que nous apporte un roman d'horreur, par exemple, c'est que ce qui est opposé à l'horreur, c'est qu'il y a très souvent, pas tout le temps, mais il y a très souvent un chevalier blanc qui est là pour essayer de mettre fin à cette horreur aussi. Donc, on a ce plaisir à se plonger dans des situations dans lesquelles on n'est pas censé être confronté. La peur du noir, par exemple. Mais on a toujours quelqu'un qui vient essayer de mettre un peu de lumière là-dedans et puis de mettre fin un peu aux agissements de ce salopio qu'on a en face de nous, quoi. Donc on joue à se faire peur, mais à un certain côté, on est un peu rassuré parce que parfois, comme je dis, pas tout le temps, mais il y a des solutions qui sont trouvées pour un peu de lumière un peu dans tout ça. Cette tension-là. Et puis bonsoir, Vibration littéraire, bienvenue. Je suis justement en train de lire les contes d'Amy. Ça va parler à l'autre Fred.
j'imagine. Si tu veux nous en dire un mot des contes d'amis, c'est intéressant parce que on peut en parler un peu, et je pense que Christelle ne démentira pas. Il y a souvent des nouvelles dans ce genre littéraire-là. Ça s'y prête particulièrement bien. Les contes d'amis, c'est un peu ça aussi, et plein d'autres choses. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Et au passage, je suis effrayant. L'horreur est humaine, nous dit Johan dans le chat. Salut Clarence. Non. Les contes d'amis, ça parle de quoi? Alors, Les Contes d'Émile, c'est un recueil que j'ai écrit en 2011, qui a remporté le prix Masterton en 2012. C'est en fait là que tout a commencé vraiment pour moi, parce que avant, voilà, je m'auto-éditais, entre guillemets, il n'y avait pas d'auto-édition, mais j'étais chez Edili. Et donc, Les Contes d'Émile, c'est un recueil conceptuel où il y a 12 histoires, non, 11 histoires d'ailleurs. La première histoire est coupée en deux et montre un couple qui veut visiter un bâtiment abandonné. Le mari fait le tour à l'étage avec l'agent immobilier pendant que sa femme reste au rez-de-chaussée. Sa femme trouve un petit cahier écrit par une fillette nommée Amy. Les 10 nouvelles du centre, c'est le cahier. Et quand la première histoire se referme, on s'aperçoit qu'Amy était une fillette qui avait le pouvoir de mettre en scène les cauchemars du patient de l'ancien bâtiment, et c'était un asile. Voilà. Donc c'est un recueil conceptuel. Là, avec la faillite de Sema Éditions, tous mes livres sont de nouveau sur le marché, mais sont tous en lecture chez un éditeur qui m'a déjà annoncé qu'il était séduit par celui-là, mais en accord avec l'éditeur, comme il a été écrit il y a 11 ans maintenant, mon style a, Dieu merci, évolué, et j'ai envie de le réactualiser, c'est-à-dire de le réécrire convenablement, avec l'évolution qui a eu lieu entre-temps, pour proposer, quitte à faire une réédition, le meilleur livre possible au lecteur. Et ça reste encore un des titres qui marche le mieux, en tout cas dans mon catalogue. Et il y a même eu une adaptation cinématographique qui était en cours par Cantina Studio, Fabien Montagnier comme réalisateur. On a fait la bande-annonce qui a gagné plusieurs prix internationaux à Londres, aux États-Unis, en Italie, enfin bref, un peu partout. Mais malheureusement, le Covid et les financements donc ont été un peu mis à mal, et le projet est en veille. Voilà. Pour combien de temps, j'en sais rien, c'est pas dans mes mains. Mais c'est un des recueils qui me tient le plus à cœur, effectivement, parce que c'est celui qui a un peu tout lancé ces 10 dernières années et qui m'a ouvert plusieurs portes. Voilà. Mais c'est un recueil, c'est un recueil phare de mon catalogue, et j'espère que la lectrice ou le lecteur qui le lit là actuellement l'appréciera également et lui donnera envie de pousser la porte un peu plus loin de mon univers. Voilà. Et on a Aude qui réagit au quart de tour. Ben oui, qui vous montre ça. Et la version collector, c'est le version collector. Tu me l'avais dit, Frédéric. Et bonsoir. En fait, il était sorti chez des livres. Et il était sorti chez des livres. Et après le prix, Locomodo est venu me chercher pour le rééditer. Et puis Locomodo a fermé ses portes. Et il est parti chez Multivers, et puis Multivers a fermé ses portes, il est parti chez Sema, et puis Sema ferme ses portes. À mon avis, je dois avoir une malédiction au-dessus de ma tête, mais voilà quoi. Peut-être qu'il y a une malédiction sur ce livre en particulier, mais j'en connais un autre qui fait un peu la même chose aux maisons d'édition, donc je vais me taire. Salut Dirty, bienvenue à toi. Je suis déguisé en licorne ce soir. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, on est sur une spéciale Halloween avec des maîtres et les maîtresses de l'horreur. Je disais, il y a beaucoup de nouvelles dans cette littérature-là. Christelle, t'en penses quoi? Tu aimes bien, toi, écrire des nouvelles, ou tu préfères des romans plus longs? Moi, je préfère les romans. Préfère les romans. J'ai écrit une seule nouvelle pour un recueil qui est paru chez Livresse Édition. J'en écrirai une autre, d'ailleurs, en western gore. Mais ouais, j'ai du mal avec les nouvelles. J'ai du mal. Je préfère écrire un bon roman de 300 pages, quoi. Ouais. Et toi, Aude, est-ce que, en tant que lectrice, tu aimes plutôt des univers en nouvelles, donc assez courts et très impactants, ou bien tu préfères prendre le temps aussi dans des romans de 300 pages, comme le Christelle vient de le dire? Alors, Christelle, 300 pages, c'est entre guillemets, hein, parce que je viens de terminer la série hantée, donc elle fait 1320 pages. J'ai trouvé ça génial. On a du mal à la laisser, on a du mal à l'oublier, c'est vraiment une histoire qu'on vit. Les 1300 pages, on les vit. On est le personnage principal, on vit avec elle, on ressent ce qu'elle ressent. Enfin, c'est vraiment magique. J'ai adoré.
Et à contrario, je lis aussi des nouvelles. Ça me dérange pas, mais c'est vraiment deux choses différentes. J'aime bien aussi. Du coup, je vais découvrir les contes d'amis dans peu de temps. Voilà, j'aime bien les deux en fait. J'aime bien découvrir tout. Ouais, je suis assez éclectique. J'ai pas forcément comment dire, de trame particulière ou nouvelle, roman, peu importe. Fred Fontes, et toi? Est-ce que tu préfères les romans, les nouvelles? Toi, tu lis vraiment de tout aussi, j'imagine. C'est un genre qui se prête à ça, à faire plus court. Les nouvelles, quand tu me parles de nouvelles, moi je pense tout de suite à Stephen King. Il a fait des recueils de nouvelles, voilà, assez percutants. Hein. Brume, différentes saisons, Rêve et cauchemar. Il a son fils aussi d'ailleurs qui est dans la partie depuis quelques années, Joe Hill, qui a, je crois, son premier livre qui a été publié en France, c'est un recueil de nouvelles qui est assez excellent. Ouais, donc j'ai pas de tabou particulier voilà, entre le roman ou la nouvelle, mais voilà. Après King, on parle de King de toute façon. À ce niveau-là, King, ça a été un des premiers romanciers que j'ai lu, donc ça, je suis un peu influencé. Mais non, en nouvelle, j'ai encore en tête des souvenirs de lecture concernant des recueils de nouvelles assez fabuleux, hein, assez troublantes, des histoires assez troublantes mais c'est vrai que c'est un exercice de style assez particulier. Et Michael nous dit dans le chat, King est avec un grand maître des nouvelles. Et il, en effet, je viens de finir le Carrousel infernal, son recueil, et il suit bien les traces paternelles. Il y a une question pour vous quatre. Enfin, elle est en deux parties, puisque certains écrivent, d'autres lisent. Mais je vais vous la poser globalement. Fanny demande, pour ceux qui écrivent, pourquoi écrivez-vous pour faire peur aux gens? Et puis à ceux qui lisent, pourquoi lisez-vous pour avoir peur? Est-ce que vous lisez pour vous faire peur? Qui a envie de commencer? Vous pouvez me faire un clin d'œil, lever la main ou faire une vague comme ça. Aude, c'est la première qui a fait la vague. Et oui, je suis comme ça. Non, alors moi je dirais que j'ai un attrait pour l'horreur parce que j'ai une espèce de fascination pour la mort, pour tout ce qui est glauque, pour tout ce qui est surnaturel, tout ce milieu gothique un petit peu. C'est vraiment quelque chose que je recherche, que j'aime, qui me pose qui me fait me poser plein de questions. Et j'adore être dans cette ambiance-là. Et voilà, quoi, c'est vraiment quelque chose. Moi, j'ai des tatouages partout qui représentent des symboles de la Kabbale, tout un tas de choses, quoi. Je suis vraiment imprégnée de ce truc. Hein. Moi, j'ai commencé, je devais avoir une dizaine d'années quand j'ai commencé avec les contes macabres d'Edgar Allan Poe, donc je suis vraiment dedans depuis un bon moment. Et est-ce que tu as peur? C'est un peu ce qu'on demande, parce que finalement, tu en lis beaucoup parce que tu aimes cette ambiance-là, mais est-ce que tu as encore peur? Alors, oui, mais quand j'ai peur, ça arrive quand même assez rarement, mais c'est que c'est un gros pari gagné pour l'auteur, hein, quand on reste littéraire. Après, les films, c'est autre chose. Mais dans les livres, oui, quand j'arrive vraiment à m'imprégner de l'ambiance, à tourner une page en ayant peur, en appréhendant ce qui va se passer derrière, oui, ça m'arrive, oui. Mais là, c'était... Donc ça t'arrive encore, malgré tout ce que tu lis? Ouais. Ok. Oui. Oui, mais je suis encore surprise, même surprise par des auteurs auto-édités qu'on ne connaît pas du tout. Et il y a des personnes qui sont douées, hein. Parce que c'est pas évident de faire peur aux gens. Il y a eu tellement de choses de faites là-dessus. C'est pas évident, quoi. Après, c'est Christelle et Frédéric qui nous le diront, mais je pense que c'est pas évident quand même au niveau écriture de se renouveler, de pas être dans ce que tout le monde fait, d'être un peu atypique.
atypique comme mon maquillage de licorne. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à Curfet et à Cam Chronique Griffon d'Or. Bienvenue, merci pour les follow. Et puis, puisque je suis fou et que j'en profite pour vous interrompre, je crois qu'on vient de dépasser les 250 followers. Vous êtes géniaux, merci beaucoup. Vous avez vu, je tiens mes paris, hein. Je me maquille et tout. D'habitude, je suis pas comme ça, en vrai. J'ai des cheveux... Non, je déconne, j'ai pas de cheveux. Mais nous, on ne te voit pas, nous, du coup. Ah ouais, nous on voit pas, c'est pas juste ça. Bah ouais, moi, je voudrais bien Je voir vous la mettrai, licorne, là. je vous mettrai la je vous mettrai la vidéo plus tard. Et attendez, j'ai pas compris là. T'es déguisé en licorne là, Fred, c'est Oui. ça? Oui, c'est ça, en exactement. Alors attends, je vais te chercher la définition de licorne parce que là, j'ai du mal un peu là. C'est... Hein? Quoi? On rigole. Donc, côté écriture... D'accord, la licorne belge, c'est ça. La licorne belge, exactement. Côté écriture, c'est vrai que c'est difficile de se renouveler, mais pourquoi vous avez envie de faire peur aux gens, Christelle et Fred? Je sais pas lequel a envie de commencer. Christelle? Pourquoi? Moi j'ai grandi avec les films d'horreur, comme c'est Frédéric aussi. Tous les hommes s'appellent Frédéric, c'est facile. Ouais, bon, Ouais, c'est ça. On Frédéric. s'appelle tous Fred ici ce soir. À 9-10 ans, je regardais L'Exorciste. Enfin, ça m'a jamais traumatisé plus que ça. Mais voilà, c'est mon domaine de prédilection, que ce soit au cinéma ou en livre, c'est ce que j'aime. Et j'ai envie d'écrire ce que j'aime. Donc voilà, c'est de l'horreur. Je ne saurais pas écrire autre chose de toute façon. De la romance, non, c'est pas mon truc, quoi. Et toi, ça t'arrive d'avoir peur? C'est un peu la même question qu'à Aude, mais finalement, toi, tu écris ce genre d'histoire. Est-ce qu'il y a des choses qui te font peur? Ouais, quand même, hein. Les araignées, par exemple. L'horreur de ça. Si ça vous parle dans le chat, n'hésitez pas, hein. Toute l'équipe qui a peur des araignées, vous mettez un petit mot dans le chat, comme ça on vous repère. C'est une horreur, ça devrait même pas exister. Pourtant, quand tu as écrit Annabelle... Mais c'était pour vaincre ma phobie, justement. Ah oui, parce que Mais il est hyper détaillé sur les ouais, mais araignées. ça n'a pas marché, c'est pire qu'avant. Ah oui? Ah ouais, c'est une horreur, hein, c'est le cas de le dire. D'accord. Mais ouais, il y a des choses qui me font peur. Quand j'étais jeune, j'ai lu Amityville, ça m'a fait flipper. J'osais plus lire si ma sœur n'était pas à côté de moi. Ouais, ça me fait flipper, parce que l'invisible... D'ailleurs, il y a une araignée sur ta porte derrière toi, là, fais attention. Hein? Elle a sauté. C'est moche. Ouais, c'est pas sympa. C'est pas très sympa. Halloween? Mais donc, quand même, quand on écrit ce genre de choses, il y a quand même des choses qui te font peur, comme lectrice, comme... Donc, même si t'as peur, parfois tu y vas. Tu parlais tout à l'heure, parce que c'est intéressant, de l'urbex. Moi, j'aime bien avoir peur. Tu y vas parce que t'aimes bien te faire peur. C'est ça l'idée. Voilà, c'est ça. Et pourquoi exactement? Ça, tu te sens vivante, justement? Ou c'est Je pour suis défier barjo. Ça, c'est une option Barjo. aussi. Je suis barjo, c'est tout. Non, je sais pas, c'est une question d'adrénaline, je sais pas. Ouais, je crois que c'est ça. Comme un Ouais, saut en ouais. parachute, comme un saut à l'élastique. Ouais, On aime bien flipper. C'est ça. C'est ça. C'est parce qu'on y est. On a l'impression d'être plus vivant, j'en sais rien, je sais pas. Freddy Vince. Je suis obligé de dire Ben, vos noms. Moi, c'est un peu le même que Fred. Je suis né en 70, pas 70 pour les Français, mais moi, je suis belge. Et donc, j'ai grandi avec tous les films Bava, Fulci, Argento et tout ça. J'avais une fascination, et je l'ai toujours de toute façon, fascination pour ce type de cinéma. Et je crois que justement, comme disait Fred tantôt, le cinéma c'est très important parce que je crois que Christelle ne me contredira pas, tout cet aspect visuel et tout, on l'incorpore, il fait partie de nous. Et donc du coup, il est retranscrit dans nos histoires. C'est quelque chose qui est absolument complémentaire avec la littérature. Et moi, la peur, c'est surtout deux auteurs qui m'ont filé les chocottes quand j'avais 12 ans. C'était Serge Brussolo, quand il faisait encore des romans d'horreur dans la collection Fleuve Noir, et Graham Masterton. Et mon premier Masterton, c'était Le Djinn, et cette histoire de visage découpé et tout. Enfin bref, voilà, j'étais traumatisé. Et ça doit être le côté maso dont parlait Christelle. Voilà, on est traumatisé, mais on trouve ça tellement génial qu'on a envie d'avoir plus. Et d'essayer à enfin du moment en tout cas à mon petit niveau, de retranscrire les sensations que j'ai eues.
Et voilà, ça a été le déclenchement de l'écriture, en tout cas en ce qui me concerne. Cette sensation, ben, elle est délicieuse, j'ai envie de dire. Bon, ça fait un petit peu taré du donjon, mais elle est franchement délicieuse, cette sensation, parce que avoir les chocottes, il y a rien de mieux. J'ai la même phobie que toi, Christelle. Moi, tu mets une araignée, je crie comme Tarzan, mais version plus efféminée, et je me bats. C'est terrible, je ne supporte pas ces bestioles. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit dedans dans Dark Age, c'est que la couverture c'est une grosse araignée d'ailleurs. Je supporte pas ces bêtes, je trouve ça immonde. Faudrait une pantoufle géante et en métal pour les écraser, mais voilà, j'ai trop peur de m'approcher. Donc c'est ma femme qui les tue, donc ça fait très viril, mais c'est pas grave, j'assume. Mais c'est vrai que non, je crois qu'il y a aussi une forme de catharsis aussi, de coucher ses propres peurs et ses propres phobies comme ça dans l'écriture. Ça permet de libérer, quoi, tout simplement. Et dans le chat, il y a vraiment deux équipes, hein. Vraiment, les araignées. Il y en a des pour, il y en a des contre. Je vois Cam, Chronique Gryffondor, Team Peur Araignée. Puis il y a des gens qui les prennent en main, qui les mettent gentiment dehors. D'autres qui courent après avec une pantoufle en hurlant. Il y a de tout, c'est très très chouette. Et pour rebondir sur une des choses que tu disais, Fred, le Belge qui lit à cette question, jusqu'où aller dans vos phobies pour écrire vos romans et les donner au lecteur? Tu disais ça permet de se dépasser, mais jusqu'où on va pour Christelle et toi? Le plus loin possible, j'ai envie de dire, en fait, parce que c'est ça qui est amusant dans le fantastique. Tantôt, Aude parlait de tout ce qui était Poe et Lovecraft, et je veux dire, à partir de ce postulat de base, que tu prennes Shelley, Stoker, tout ce que tu veux, tout a été fait dans le fantastique. Et tout ce que tu peux faire, c'est trouver ta propre voix. Donc proposer des histoires avec ta propre personnalité. Donc peut-être que tes propres peurs, à toi qui te sont personnelles, te permettent de trouver cette personnalité. Ouais, je crois que c'est tout simplement y aller à fond les manettes. Moi, un truc qui me traumatise énormément, c'est hyper banal, hein, c'est bateau, mais c'est qu'il arrive quelque chose à mes gosses. Et donc, quand tu vois en Belgique, je vais pas dire qu'il y a le chocolat, la bière qui sont spécialités, mais les pédophiles, on n'est pas triste non plus dans ce niveau-là. Et donc, moi, c'est le truc qui me traumatise le plus. Et donc, du coup, à un moment donné, j'écris une histoire comme ça qui est dans un des Dark Gates sur un pédophile. Mais cette nouvelle d'ailleurs, Michael qui est en ligne a fortement hésité à la publier parce que c'était en plein scandale des éditions Ada avec Hansel et Gretel. Et pour finir, bon, j'ai beaucoup de retours positifs sur cette nouvelle, même si j'ai eu aussi des lecteurs qui m'ont dit que c'était honteux que quelqu'un qui avait des enfants écrive un truc comme ça. Donc, ce qui est amusant parce qu'il faut faire la distinction entre l'auteur et son œuvre aussi. Hein. Il y a un être humain. On ne sait pas parce qu'on écrit de l'horreur ou qu'on lit de l'horreur qu'on est des psychopathes. C'est juste une manière de vider un petit peu ce qu'il y a en nous. Quand on ouvre un robinet, ça sort et après on sort un peu mieux, quoi. Mais en ce qui me concerne, pas de tabou. Il faut y aller franchement. Si on a envie d'écrire et que ça donne au final une bonne histoire, il faut pas hésiter, quoi. Alors, on va compléter parce que Michael a posé... effectivement, je crois que vous êtes vraiment synchro, hein, les gars, comme d'hab. Il a posé la question dans le chat. Et je vais faire réagir Christelle là-dessus, parce que toi, tu viens de répondre, puis on passera du côté lecteur. Quelle est, selon vous, la limite à ne pas dépasser d'un point de vue psychologique pour les lecteurs, d'un point de vue légal, etc. Christelle, est-ce que tu as des limites quand tu écris, ou est-ce que tu es, un peu comme Fred, à fond les manettes Non, et moi, on est parti? non, j'ai pas de limite. Non, je fais ce que j'ai envie, quoi. Tout simplement. Il y a des choses pas que je m'interdis, mais comme dans le Moissonneur, c'est plus du polar, là, hein. C'est sur un pédophile qui ouais, il a été arrêté pour des abus sur des petits garçons. Je vais pas rentrer dans le détail. Je vais pas rentrer dans le viol d'un enfant. Je pense que le lecteur a assez d'imagination, on va dire, pour imaginer ça, mais non, ça je peux pas. Ça je peux pas. Là, je suis d'accord. Il faut pas. Le détail dans ces cas-là n'apporte absolument rien. Je peux pas faire du voyeurisme. Voilà, C'est ça. c'est pas mon but, c'est pas mon kiff, quoi. Non, je ferai pas. Et je prendrai pas plaisir, et si je prends pas plaisir, non, ça va pas être bon, entre guillemets, quoi.
Non. Donc, il y a des trucs que je ferai pas. une certaine retenue, et pour laisser aussi la place au lecteur, eh ben, balle au lecteur, du coup, Aude, Fred. Vous, est-ce que, en tant que lecteur de ce genre-là, vous avez des limites, des choses que vous ne voulez pas lire, ou bien est-ce qu'il n'y a pas de limite, on y va vraiment aussi à fond les manettes, et je sais qu'il y a plusieurs genres différents dans les livres horreur, etc. Donc, est-ce que vous avez des limites? Je ne sais pas lequel de vous deux veut commencer. Alors, Fred. Monsieur Ernotte, j'ai pris des notes parce que vous ne m'avez pas fait répondre à la précédente Mais question. j'y arrive. Je suis obligé de prendre des notes pour être un petit peu de rester dans le coup. La première fois, pourquoi j'aime me faire peur? Je vais essayer de synthétiser, d'aller vite, vous inquiétez pas. En fait, je pense en réfléchissant, c'est comme pour la première fois que j'ai lu un roman, première fois que j'ai vu un film d'horreur, la première fois que j'ai lu un comics, parce que je suis fan de comics aussi, malheureusement. C'est, je pense, et pourquoi à bientôt 47 ans, je continue à faire ça, c'est qu'en fait, j'ai envie d'éprouver ces premières sensations, en fait. Ça a tendance à se tarir un petit peu avec le temps, l'air de rien. Mais pourquoi je continue à lire des romans qui font peur ou à regarder des films d'horreur, c'est que j'ai envie de retrouver les sensations que j'ai eues les premières fois où j'ai été confronté à ça, en fait. Et ce qui fait qu'on continue, je pense, c'est que de temps en temps, malheureusement pas tout le temps, mais de temps en temps, on arrive à retrouver un petit peu cette petite chose-là qui nous a fait palpiter. Je regarde le chat aussi. Il y a des gens qui disent des choses très intéressantes et il se trouve que parmi ces gens qui disent des choses très intéressantes, il y a ma compagne Asma, mais oui, elle parle qui a dit une chose très cinéma, importante. Mais oui. Ouais, vous avez vu comment j'amène le truc? Elle parle de maintenant les films d'horreur, il y a un peu trop de déconne là-dessus. Et je suis parfaitement d'accord avec elle. Et je pense que celui qui a tué les films d'horreur tels qu'on les connaît et tels qu'on les apprécie, parce que Fred, c'est normal, il s'appelle Fred, il a de très bons goûts. Il a parlé des films de Dario Argento, par exemple. Alors, je parle pas des plus récents parce que malheureusement aussi ça se tarit. Mais il y a une série de films qui a tué les films d'horreur tels qu'on les appréciait dans les années 80. Je pense que c'est Freddy. D'ailleurs, tu as un Freddy derrière toi. C'est qu'il y a un Freddy dans la série, le 3, je crois, où ils ont amené de la déconne dedans. Et depuis très longtemps, mais depuis ce moment-là, ça a été... on va pas mettre trop... Quand il y a un film où il y a trop d'horreur, trop de tension, à un moment donné, on met une scène de déconne derrière. Et je pense que ça a tué la chose. C'est que un film d'horreur où il y a une bonne scène de flip et derrière il y a un mec qui glisse sur une peau de banane, pour moi, c'est pas un film d'horreur. Voilà. Asma a parlé des scary movies, donc c'est marrant les scary movies parce que ça a relancé certaines choses. Mais un film d'horreur où il y a une scène de tension, un chat qui saute sur la tête de l'acteur et puis derrière il se tape la portière contre la tête. Je sais pas si vous avez vu la dernière trilogie Halloween, par exemple, au cinéma. Mais le 2, c'est un summum de ça. C'est que d'un côté, vous avez une attaque de Michael Myers, et la scène d'après, vous avez une nana avec un flingue. Alors, je dis une nana, ça aurait pu être un mec. Une femme avec un personnage avec un flingue à la main, et elle flippe tellement qu'elle se met un coup de portière et elle se dégomme toute seule. Ça, pour moi, c'est la fin des haricots. Alors, les romans, comme les films, je flippe de moins en moins devant des films maintenant. Je crois qu'un des derniers films qui m'a fait vraiment flipper, moi, je crois, c'est Mama. Ouais. J'ai vu le film, j'ai flippé. Le premier, le remake, je crois que c'est le même réalisateur, si je dis pas de conneries. J'ai eu la chance de voir le premier au Grand Rex, par exemple. J'ai flippé. Il y a eu des moments où la pression elle a monté comme ça. En roman, pour revenir au roman, c'est pareil. Il y a eu des romans. J'ai parlé de King déjà. Il y a eu Mo Hayder, les premiers Mo Hayder. Il fallait un peu s'accrocher. Il y a des trucs. Ça m'est arrivé de refermer le bouquin en me disant waouh, c'est chaud ce qui se passe. La deuxième question, tu parlais. Est-ce Fred, que tu as des limites? Ouais, les limites. Donc, les limites. Je pense qu'avec l'âge, évidemment, parce que je vous ai dit, j'ai grandi devant Canal, je me suis tapé du Creepshow,
En plus, Canal, les débuts de Canal, c'était les débuts de la multidiffusion. Donc, je vous prie de croire que quand je n'avais pas école et que j'étais à la maison, il y a des films, je les ai vus, je sais pas combien de fois. Creepshow, je crois que je l'ai vu 100 fois. Hellraiser, je l'ai vu, je sais pas combien de fois. Et c'est assez trash. Le loup-garou, je regarde derrière parce qu'il y a ma sœur qui est en train de dormir. Ça me fait rigoler. Ah non, elle rigole. Le loup-garou de Londres, par exemple, on a vu le loup-garou de Londres tous les deux la première fois en cassette vidéo. On se cachait quand il se transformait. Voilà. Mais la limite, c'est que, avec le temps, il y a un moment donné, tous ces films d'horreur, je prends de nouveau plaisir, je continue à prendre plaisir à les revoir. Hein. Mais moi, ma limite, ça a été ce que j'appelle le porno gore. Les films comme Hostel, j'ai vu Hostel, ça, je peux pas. Ça me fait plus rien. Ça me fait enfin, c'est trop. Les tortures porn, ça s'appelle, pardon. Et c'est Fierro dans pourtant, je suis toujours fan de Fierro dans le chat, effets spéciaux, des choses comme ça. Mais même en bouquin, il m'est arrivé d'en lire. Il y a des auteurs qui sont habiles dans le genre, hein. Mais il y a un moment donné, ça, moi, ça ne fonctionne pas. Ça me sort du bouquin. Alors, ça sera certainement l'objet d'une des prochaines questions, parce que tu as vu, j'anticipe les questions des licornes. Est-ce que c'est mieux de suggérer ou est-ce que c'est mieux de détailler? Moi, je suis arrivé à un âge où le détail, j'en peux plus. Voilà. Je préfère la suggestion, parce que l'esprit est capable d'imaginer bien pire des fois que à lire un bouquin où on va me décrire un viol, des trucs dégueulasses. Pour moi, c'est bon. Non. Et ça, c'est plutôt quelque chose qui vous réunit pour l'instant. On va écouter Aude aussi là-dessus. Est-ce que toi, tu as des limites? Je les balance. Non. Non, j'ai pas de limite. Après, ça dépend de l'auteur et ça dépend de la manière dont c'est écrit. Ils m'ont parlé pédophilie tout à l'heure. Il y a Vladimir Nabokov qui a écrit Lola en 1956, qui a été censuré parce qu'il parlait de pédophilie. Et je ne sais pas si vous avez lu ce livre, mais c'est amené poétiquement. C'est très bien fait. Donc ça choque pas. Après, il y a comme le disait Fred Cadvet, hein, on va faire comme ça. Il y a des fois où ça rentre dans les descriptions et tout, et c'est trop parce que on sort du contexte de l'histoire, on lâche, on n'est plus dedans. Je vois pas trop l'intérêt de raconter un viol d'enfant. Il y en a qui le font, et pour moi, ça n'a aucun intérêt. Après, est-ce que j'ai des limites? Non. Non, la tripaille, le ventre ouvert, le sang, non, j'ai pas trop de, pas de limite. Je peux tout lire. Et dans le chat, en gros, on dit il y a vraiment deux choses qui ressortent, c'est le côté psychologique et puis le côté gore. Fierro, salut, nous parle de ça avec des films comme Hostel, comme Saw, etc., etc. Et ça rejoint une question, mais je vous la pose déjà pour tous les quatre, et tu peux continuer là-dessus, Aude, si tu le souhaites. Mais est-ce que finalement, ce qu'on veut, c'est pas une histoire, plus qu'une succession de scènes plutôt pas cool pour les protagonistes? Ah bah si, complètement. Il faut, pour moi, il me faut une introduction, un développement, une construction. Enfin, il y a une conclusion. Il me faut quelque chose de construit quand même. Je veux dire, si c'est pour voir du gore pour du gore, sans histoire, sans s'attacher au personnage, sans ambiance, sans atmosphère, ça a aucun intérêt. Si je vis pas le livre, si je le ressens pas, ça a aucun intérêt. Du gore pour du gore. D'ailleurs, comme Hostel ou comme Saw ou ce genre de film, pour moi, c'est pas intéressant, quoi. Et je rejoins encore Fred qui disait tout à l'heure, je préfère. Alors c'est peut-être parce que on a 46 ans tous les deux. Hein. 47 lui, il insiste. Non, à la fin de l'année en fait. Je suis préparé psychologiquement. T'anticipes. Ouais. Et je préfère ce qui est subjectif plutôt qu'avoir maintes et maintes détails
qui vont en plus, ça va être long, ça va prendre des pages et ça va servir à rien. On va s'ennuyer, on va perdre le fil de l'histoire. C'est un changement, ça, Fred, Christelle, vous qui écrivez, le côté justement où on ne veut plus trop finalement de description pour la description, enchaîner les scènes un peu déglingos. C'est une tendance ou bien ça a toujours été comme ça finalement et les gens qui connaissent bien le genre ont toujours fait et dit ça? Je me permets juste, je pense que c'est surtout dans l'exercice, c'est plus difficile de suggérer que d'écrire. Enfin, en fait, la description, je suis pas auteur, hein, donc je me permets pas de. Mais parce que je sais qu'il y a des auteurs. Chatham, par exemple, a été aux États-Unis pour assister à une autopsie pour voir comment ça se passait. Il y a des auteurs qui ont besoin de ça pour se nourrir. Granger, il a besoin de Wikipédia. Lui, il se satisfait de Wikipédia. Il l'a dit dans une interview, hein, je n'invente rien. Il y a des auteurs qui n'ont pas besoin de se déplacer à l'autre bout de la planète pour décrire. Mais la suggestion, oui, évidemment, c'est beaucoup plus difficile d'écrire, de suggérer des choses que je pense que de les décrire comme elles sont, quoi. Donc du coup, ouais, faut avoir une sacrée plume, je pense, pour arriver à suggérer, parce que la suggestion, elle fait que tout le boulot, en fait, c'est, l'essentiel du boulot, c'est au lecteur de s'imaginer les choses avec les graines que l'auteur a semées, quoi. Donc la suggestion, elle est, je pense que c'est pour ça qu'on la préfère apparemment, parce que elle peut être encore plus percutante en fait, la suggestion, que la simple description, je pense. Hein. Fred, l'autre Fred. Si je peux rebondir. Tu peux rebondir, évidemment. Arrêtez de rebondir partout, là, les gens ils rebondissent partout. Je rebondis bien. Non, c'est vrai que la suggestion, c'est un exercice très difficile. C'est vrai qu'il faut éviter, dans toute histoire, une certaine forme de gratuité. Une violence, il peut y avoir, mais elle doit toujours servir le récit ou servir le vécu d'un des personnages. Moi, je joue énormément sur les sensations. Donc, l'ouïe, le regard et tout ça. Donc, je joue énormément sur les ombres et tout. Donc, c'est vrai que comme je suis plus un écrivain fantastique, j'écris énormément sur les sensations, sur ce que les gens peuvent ressentir. Je ne montre pas comme je parlais tantôt de la scène de pédophilie, tu ne la vois pas. Elle n'est pas décrite du tout. Tu as juste le mécanisme psychologique qui fait, à un moment donné, qu'un être humain lambda bascule à l'état de monstre. Et c'était ça le plus difficile à trouver dans cette histoire. C'était cet équilibre, en fait, justement, sans rien montrer, de montrer comment il devenait un monstre. Ça, c'était le plus périlleux. D'autant plus que c'est une nouvelle. Les nouvelles, comme c'est plus concis, tu es obligé d'être beaucoup plus efficace, j'ai envie de dire. Moins de personnages, plus attraper le lecteur dès le départ. C'est ça le plus difficile. La suggestion, pour moi, est plus efficace que l'horreur montrée, du moins en ce qui me concerne, en mécanisme pour faire peur. J'ai fait peut-être 3 romans d'horreur. J'ai Murmure d'ombre, qui lui était un pur hommage à la collection Gore, Fleuve Noir. Je voulais vraiment me faire plaisir avec un machin trashouille, mais encore une fois, c'était justifié. Danse de sang, qui est un hommage à Masterton. C'est à partir de celui-là, d'ailleurs, en 2013, que ma femme a arrêté de me lire. Et voilà, c'était exactement la collection Gore. Voilà, bravo. Ça a été ma came pendant des années quand j'avais pas encore de poils, quoi, quand je disais ça. Et ça a vraiment marqué toute ma vie, quoi. C'est vraiment, c'est le BABA, je veux dire. Et ouais, il faut toujours éviter une certaine forme de gratuité. Maintenant, il y a des auteurs qui sont parfois trash, mais ça passe. Mais ça ne me fait pas peur. Donc ça peut même pas choquer. Je veux dire, tu peux dire, oh putain, ouais, quand même, il y va fort ou elle y va fort, mais ça me fait pas peur. J'ai beaucoup plus peur avec. Là, je suis en train de relire tous mes vieux bouquins d'auteurs classiques, Kurt Steiner, André Ruellan, c'est Kurt Steiner, hein, je veux dire, Marc Agapi et tout ça. Ils sont vraiment dans des tripes fantastiques comme ça, tout en atmosphère. Et ouais, il y a des trucs qui marchent encore très bien, comme quoi les mécanismes sont immortels, j'ai envie de dire. C'est là que c'est assez difficile de trouver. Je trouve effectivement que la suggestion est beaucoup plus efficace que le visuel. Ce qui est paradoxal, parce que je dis que j'adorais Fulci, qui était ultra visuel. Lui, les effets spéciaux à l'époque, c'était de la pure folie. Ou comme quand Fred parlait de la transformation en loup-garou dans Le Loup-garou de Londres. Ouais, c'était quelque chose. C'était un film extraordinaire. Et c'est vrai que cette transformation, c'était peut-être encore maintenant la plus réussie dans le cinéma, en tout cas avec les moyens de l'époque et tout. C'est la plus réussie dans le cinéma. Elle est vraiment, tout est vraiment là, quoi. Mais voilà, j'ai fini. Christelle, dis-nous.
Alors, ouais, d'écrire, c'est plus facile que suggérer, ça c'est clair. Moi, j'essaye de faire les deux. Dans les deux derniers, là, l'abattoir et Nécrosis, bon, on est dans du pur gore, hein, mais comme c'est pas gratuit, sinon c'est pas, voilà, c'est pas gratuit. Ouais, ça fait partie de l'histoire, donc ça passe. Ça m'intéresse pas, ouais, faire du gore pour faire du gore, non, c'est pas marrant, quoi. Mais suggérer, ouais, suggérer, j'ai une petite préférence, soit pour Cemetery Challenge. Là, on est dans du trash, mais il y a beaucoup de suggestions aussi. Et, mais surtout dans Hanté. Quand on parle d'esprit, d'exorcisme, maison hantée, tout ça, là on laisse une grande part à la suggestion et ça j'arrive à me faire peur en écrivant. J'arrive à me faire peur parce que voilà, parce que je vis ce que l'héroïne peut vivre et ouais, j'aime bien, je préfère la suggestion. Ouais. Et tu penses que, parce qu'on disait dans la conversation, c'est plus compliqué de suggérer que de décrire. C'est plus compliqué, ouais. D'écrire, c'est marrant parce que moi j'étais persuadé de l'inverse. Pour vous dire, et je prends un exemple. Si par exemple je vous dis dans le monde du thriller, on va parler d'une autopsie, en fait on peut faire suggérer l'autopsie. La décrire, c'est pour moi plus compliqué parce qu'alors il faut se renseigner, il faut faire beaucoup de recherches, il faut être cohérent. Et donc suggérer parfois c'est presque une astuce pour les quand on n'est plus fainéant, hein. Ça dépend du contexte. Oui. Mais donc pour toi c'est un exercice aussi assez compliqué de suggérer, notamment toi qui fais de l'urbex avec, tu disais, les esprits avec les maisons hantées, etc. Là on suggère parce que au final, est-ce qu'il y a vraiment les réponses? Moi, je vais encore passer pour une dingue, hein. Mais moi, je les ai entre guillemets les réponses parce que je m'imprègne en fait des lieux. Donc, les deux lieux phares que j'ai fait, c'est la maison de Wamil près de Dunkerque et un manoir en Belgique. Là, les sensations, elles étaient là. Donc, je peux pas dire le contraire. Et c'est ce que j'ai essayé de retranscrire dans mon bouquin. Mais ouais, ça reste de la suggestion. Voilà, je peux pas prouver ce que j'ai vécu là-bas. Mais ouais, c'était fort quand même. Alors j'ai noté plein de questions, mais parce que moi aussi j'ai plein de réponses. Vous êtes très très actif dans le chat, j'essaye de tout lire, ça parle beaucoup cinéma, c'est très cool, ça parle bouquin aussi, la différence entre le thriller et l'horreur, le fantastique, oui, sentiment qui imprègne le lecteur, ça joue sur la réalité, nous dit Mickaël, oui, probablement. Ce sont des univers assez différents. Pour tous les quatre, je me disais, finalement, on parle de suggérer, on parle de thèmes depuis tout à l'heure qui sont assez classiques, puisqu'on parle depuis toujours des araignées, du noir, de la mort. Est-ce que, en tant que lecteur, vous voulez que les écrivains se renouvellent? Et vous, quand vous écrivez, est-ce que vous cherchez à vous renouveler? Fred, tu disais tantôt, c'est mettre ta personnalité et on y va à fond. Mais est-ce que vous cherchez, quand vous avez écrit autant de livres, je le disais, 27 a priori pour Christelle, 42 pour toi Fred, comment on se renouvelle? Et vous les lecteurs, est-ce que vous avez envie, besoin qu'on se renouvelle? Ou bien ça fait plaisir de finalement tourner autour des mêmes thèmes avec des variations comme ça, par-ci par-là? Qui a envie de se lancer? Ne vous battez pas. Sinon je désigne. Vas-y Fred. Tu te rappelles Fred, en 2020, j'étais dans la boîte pour la remise du Masterton de la décennie. Je me rappelle comme si c'était hier. Et quand on m'a remis le prix de la décennie, j'ai dit, j'en ai plein le cul du fantastique, j'arrête. J'ai dit que j'arrêtais, j'avais l'impression d'avoir fait le tour et que je faisais une grosse pause. Et donc depuis, je n'ai plus fait de romans fantastiques pour adultes. Parce que j'avais l'impression que j'allais me répéter, je prenais plus de plaisir, et si en tant qu'auteur tu ne prends plus de plaisir, le lecteur va se faire chier à te lire. Tu peux toujours appliquer la même recette, qui peut marcher, mais c'est pas honnête comme démarche, donc je la fais pas. Et donc je suis parti vraiment à fond vers le jeunesse, c'est la raison pour laquelle tous mes prochains titres sont jeunesse. Voilà, à une exception près. Mais là, c'était un bouquin avec un pote qui s'appelle Thomas Bauduré, que je salue au passage si jamais il passe. Mais voilà, j'avais...
Thomas Beduré, traducteur, c'est ça aussi? C'est ça, ouais, Oui, je connais. Voilà, on a fait un bouquin à deux qui a été signé au Héron d'Argent et qui paraîtra 2023-2024, je sais pas encore. Mais voilà, là c'était un adulte, mais c'était entre potes et voilà, c'était vraiment une émulation et on travaille ensemble sur plein d'autres trucs maintenant. Mais voilà, j'avais dit, je veux arrêter, j'ai l'impression de tourner en rond. Et donc à partir du moment où tu as l'impression de ne plus rien pouvoir apporter au lecteur, bah, tu dois t'arrêter parce que tu prends moins de plaisir. Et donc j'ai été chercher mon plaisir ailleurs dans d'autres projets. Alors pour être tout à fait honnête, ces projets jeunesse ont beaucoup, mais beaucoup plus de mal à décoller que les projets adultes que je pourrais sortir. Mais j'en ai rien à caler parce que c'est là-dedans que je m'amuse. Les éditeurs trouvent que ce que je fais, c'est bien. Ils y croient, ils le signent. Et moi, c'est pas mon boulot principal. Je veux dire, j'ai pas de pression. Ça va pas m'empêcher d'avoir un steak dans mon assiette si jamais mon bouquin il marche pas. Ça m'ennuie plus pour l'éditeur. Donc c'est vrai que oui, je développe cette facette-là maintenant parce que je m'éclate dedans et j'espère qu'un jour les lecteurs s'éclateront dedans aussi. Mais je me pose pas de questions en fait sur pourquoi écrire le bouquin au cocasse. Non, j'ai une idée, je trouve qu'elle est bonne, j'y vais à fond et voilà, j'écris l'idée. C'est tout. Je me pose pas je n'ai pas de plan de carrière, pas de plan. J'ai même pas de plan d'écriture. Quand je commence un bouquin, je commence par une idée, je sais même pas où je vais. C'est terrible. Michael Skolnian, s'il est encore là, en 2015, il m'avait signé Les Grisommes, qui était un bouquin que j'avais écrit à jeunesse. Et puis il m'a dit, il y a combien de tomes? Et j'en savais foutre rien. Donc au pif, j'ai dit, bah, il y en aura 3. Et donc au final, j'en ai écrit 3, mais je savais même pas ce que j'allais rencontrer dans le deuxième. C'était terrible, quoi. Mais bon, pour finir, après, ça a été. Mais voilà, et Les Grisommes a super bien marché. Mais ouais, non, c'est ce côté jeunesse maintenant qui m'attire. J'en reviendrai sûrement à l'adulte, hein. Mais l'adulte, pour moi, je suis plus en tant que spectateur, lecteur que véritablement acteur. Voilà. Parce que je ne serais pas honnête dans ma démarche si j'appliquais des recettes qui ont déjà fait leurs preuves, mais qui répéteraient les mêmes mécanismes, ça m'embêterait, quoi. Alors, Mickaël nous dit que ses premiers cheveux blancs, c'est ta faute. Ça, c'est une première chose. Parce que tu es là-dessus, je te laisse continuer 2 petites minutes, mais c'est important. Bah, ta dernière sortie, c'est un cinéma plutôt flippant. Est-ce que tu veux en dire un mot? C'est l'occasion. Ça parle de quoi? Puisque c'est comme ça, finalement, que toi, tu t'es renouvelé. Changement de public. On en parlait avec Salvatore Mini il y a très très peu de temps, avec le Manoir Hanté chez Ozu pour Mystère en Belgique. Toi, tu es chez Faute de Frappe avec ce cinéma hanté. Est-ce que tu veux nous présenter? C'est l'occasion, hein. Comme ça, on voit le renouvellement aussi, au passage. Bon, en fait, le cinéma hanté, c'est juste des jeunes qui ont envie de faire un petit court-métrage d'horreur et qui vont aller dans un cinéma abandonné dans la ville, qui existe réellement. En fait, tout ce que j'écris de la ville existe réellement. Et donc, ils vont aller là-dedans, donc ils vont plonger dans le passé du cinéma, mais ils vont s'apercevoir qu'en fait, il y a une présence dans le cinéma. Voilà, donc on reste un petit peu dans un fantastique à la chair de poule, en fait, hein, c'est le but affirmé de la collection. Donc voilà, mais je fais aussi pour les tout petits, avec mes petites histoires à faire peur, pour démystifier les peurs nocturnes, que j'ai commencé à écrire pour mes enfants, et qui est sorti chez Elixiria. Et là, j'ai fait une petite histoire de sorcière toute gentille aussi, pour ma petite, qui paraîtra fin d'année ou début d'année prochaine aussi chez Elixiria. Donc c'est vraiment le jeunesse, voilà, c'est tout. Ben, ça reste du fantastique, hein. Les codes sont exactement les mêmes, c'est juste qu'il faut quand même faire gaffe à pas traumatiser les gosses, sinon après on a des procès au cul, hein. Ce serait quand même pas marrant de voir un truc comme ça. Ah, mon fils il dort plus de la nuit, bon voilà. Mais ça reste très 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 amusant à faire. Et c'est aussi un autre exercice de style parce que je suis obligé de calmer mes ardeurs. Donc parfois quand j'écris un truc comme ça, j'ai une idée immonde qui m'arrive en tête et donc je la mets de côté. Donc il y a certainement un jour où je reviendrai à l'adulte, mais voilà, je la mets de côté et tout. Ma femme se pose souvent des questions parce qu'elle dit c'est marrant, le matin tu peux écrire un truc atroce pour adultes. Là je viens de faire, comme ça a été officialisé sur le site, je peux le dire, il y a Faute de Frappe réédite l'anthologie, le livre culte de David Didelot, Gore, Anatomie d'une collection, et il y a un recueil de nouvelles avec des auteurs de la nouvelle génération, parce que j'ai 52 piges, donc je suis plus très neuf, mais voilà, j'ai l'honneur d'être dedans, et donc du coup, je me suis remis au taquet pour la littérature adulte, et la preuve que je m'étais rouillé, c'est que j'ai envoyé 3 nouvelles, et l'éditeur me dit, écoute, elles sont très bonnes, mais c'est pas ce que je recherche, donc fais-moi une histoire de monstre. Et là, je lui ai fait l'histoire de monstre, et il m'a dit, Banco, celle-là, j'adore, je la prends direct. Donc, ouais, voilà, c'est la preuve que je suis devenu rouillé pour l'adulte. Mais non, le jeunesse, c'est tout un cheminement. C'est tout un cheminement. Et puis, on va devoir te suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est pas fini cette histoire. L'autre Fred,
Et toi, Oui. est-ce que tu as envie, besoin que les auteurs se renouvellent? Puis on donnera la parole aux dames juste derrière. Mais est-ce que tu as besoin que ça se renouvelle? Ou bien... Mais en fait, je pense qu'on est dans un cercle tous ensemble, là, lecteur, auteur, parce que le lecteur aussi se renouvelle. Hein. Enfin, moi, je me vois pas. Je change de genre régulièrement, en fait. Je passe du. Ce qui surprend des fois un peu certaines personnes ou par rapport aux chroniques que je peux faire, un des derniers bouquins que j'ai lu, c'est Cléopâtre et Frankenstein. C'est un bouquin à une carrière sur une histoire d'amour à New York de nos jours. Ça n'a rien à voir avec l'horreur, mais il faut se renouveler. Le lecteur aussi se renouvelle. Donc, de temps en temps, je peux lire un bon roman d'horreur. Et puis après, je vais vouloir aller vers autre chose un petit peu. Et puis y revenir. Enfin, il y a un moment donné, voilà, le lecteur aussi se renouvelle. Je voulais juste aborder vite fait 2 trucs. Je voulais parler des étiquettes parce que je t'avais vendu ça, Fred, à un moment donné. Quand tu m'as parlé du programme, je t'avais dit que je parlerais des étiquettes. C'est une anecdote qu'avait évoqué Marin Ledain, je crois, lors d'un salon du livre à la porte de Versailles. Donc j'espère ne pas dire de bêtises. Mais il avait, parce que pour parler des étiquettes, hein, c'est un exemple assez concret. Apparemment, parce que je ne suis pas arrivé à vérifier en fait l'info. Apparemment, quand Le Silence des agneaux de Thomas Harris est sorti en France, la première publication, il est sorti sous l'étiquette Épouvante. Alors maintenant, ce qui nous ferait rigoler, parce que pour nous, c'est du thriller pur et dur. Mais je crois que j'ai trouvé l'édition Pocket Terreur du Silence des agneaux. La première édition Pocket du Silence des agneaux, elle est sortie en Pocket Terreur. Donc peut-être que c'est ça. Donc à l'époque, c'était de l'épouvante et de la terreur. Alors que maintenant... c'est plus forcément la chose. Donc ce que j'aime bien avec l'horreur, là on parle d'horreur, ton thème c'est l'horreur, mais pour moi je peux parler du thriller aussi dedans, parce que même si c'est pas l'objet du thriller, c'est pas représentatif l'horreur, mais c'est un des ingrédients du thriller, il me semble, l'horreur. Donc j'ai eu l'occasion de lire des bouquins thriller, des romans policiers avec des scènes assez hardos. Donc, et ça peut être une manière de se renouveler, de mêler les étiquettes, de mêler les genres, de faire du cocktail, de mettre de l'horreur dans du thriller. Je peux parler de... Parce que là, à un moment donné, il va falloir qu'on... J'ai mon Moleskine qui est plein de titres. Hein. Il faudra qu'on cite des gens, ou même des auteurs contemporains. Hein. Mais Maud Mayeras, par exemple, c'est une... On parlait des limites, par exemple. Moi, j'ai fait sa connaissance, en fait, grâce à son premier bouquin, Hématome, qui avait des commentaires très élogieux sur les forums que je fréquentais. Les gens disaient Hématome, son premier roman, il est vraiment génial, c'est flippant, il y a des scènes vraiment... Et je commence à lire le bouquin et à un moment donné, je commente en disant mais c'est chaud quand même. Si ça, vous dites que c'est un bouquin qui est excellent, qui est à conseiller, moi, je ne le mettrais pas entre toutes les mains. J'avais besoin de dire un peu ça, de dire attention, l'héroïne, elle s'est fait violer... avec un instrument un peu particulier. Elle est à l'hôpital, elle a des soins à recevoir. Les soins sont décrits. Hein, et j'ai refermé le bouquin à plusieurs reprises en me disant c'est chaud, quoi. Voilà. Donc, ce qui m'a fait rigoler, c'est que quelques années après, Maud Mayeras m'a dit qu'elle m'avait remarqué, entre guillemets, par rapport à cette attitude-là, à le moment à dire oula. Elle s'est dit si lui, à la fin de la lecture du bouquin, trouve que le bouquin vaut le coup, si lui j'arrive à le faire changer d'avis, mais évidemment elle m'a fait changer d'avis parce que son premier roman est fabuleux. Elle a continué un peu dans cette veine là, mais sans être aussi trash que le premier quand même, hein, je pense. Mais elle a fait Les Monstres, son dernier roman s'appelle Les Monstres, et il est assez sans tomber dans l'horreur pure et dure. On parle de la suggestion et tout, elle évoque des scènes, des situations qui sont assez et on continuera à donner quelques petits conseils. Je me permets juste, parce que je regarde le chat, moi aussi, Fred. Mais je t'en prie. C'est important de lire le chat. Mais je trouve aussi. En direct. Ouais, et donc j'ai noté le nom de Fiero TTP. Je suis très content de ce qu'il met, parce qu'il dit du coup, je suis allé voir la transformation du Loup-garou de Londres. C'est vrai que pour un film de 81, c'est impressionnant. Et ben, c'est impressionnant, et c'est surtout, c'était à l'époque des effets en direct. Évidemment, pas d'outils numériques. Comme maintenant, on en a plein la tronche, c'est des effets en direct. Quand la main du
du personnage s'étend, quand les doigts s'étendent, bah, c'est du direct. Voilà, c'est Rick Baker à l'époque qui a bossé là-dessus, et je pense que c'est pour ça que, aussi que les effets n'ont pas pris trop de coups de vieux, c'est que bah, c'était des effets en direct, donc à l'époque c'était un métier. On parle de Dario Argento tout à l'heure, il y a plein de films comme ça, des films d'horreur connus qu'on adore, et dont les effets spéciaux étaient... il y avait Savini aussi, je crois, si je ne dis pas de bêtises, un film d'horreur en zombie, tout ça. C'était des mecs, des boss de studio qui étaient, leur métier, c'était ça aussi. Voilà. Et puisque moi aussi je lis le chat, hein, rassure-toi, le Belge Kili nous dit... Du coup, je suis content pour Fiero TTP, parce oui, que on est tous contents. S'il nous dit là qu'il a été voir la transformation, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais vu le film, et j'espère qu'il va prendre le temps de le regarder, parce que pour moi, c'est un film fondateur, et que je ne me lasse pas de revoir. Alors, je vous sortirai une autre anecdote, parce que je suis un petit peu bavard, là. C'est un pote... on va laisser parler un peu les autres, qu'est-ce que t'en penses, avant les anecdotes? Non, oui. Non, vite fait, ça va être rapide, c'est très simple. Tu m'as menti la dernière fois que tu as dit que ça allait être rapide. Il faut vieillir avec. D'accord? Vous avez compris? Pour ne pas qu'un film vieillisse, il faut vieillir avec. Donc, il faut le voir régulièrement. Voilà. C'est dit. Pareil avec les bouquins, et le Belge Kili nous dit, moi j'ai besoin que ça se renouvelle. Si c'est la même chose, recette, c'est que l'autre fait des romans pour manger et non pour le lecteur. La promesse n'est plus tenue, et perso je zappe. C'est un peu ce que disait Fred. Aude, il y a lectorat, voilà. Est-ce que toi tu zappes si ça ne se renouvelle pas? On a le choix, nous, en tant que lecteur. Donc moi, après, nous, on lit plusieurs auteurs. Un auteur, il écrit dans un genre qui lui plaît, il écrit dans un genre qui marche aussi, parce que être auteur aussi, il faut que ça... Hein, c'est un métier aussi, faut que ça... Mais nous, en tant que lecteur, on a la chance de pouvoir changer quand on veut. Je vais le mettre sur mute, le Belge qui dit tracasse. J'ai tout ce qui... T'avais promis de faire court. Aude, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as besoin que ça se renouvelle, toi, dans tes lectures? Non, pas spécialement. Je trouve que mettre de la temporalité dans l'horreur, c'est un peu un débat sans fond, en fait, parce que j'apprécie autant de lire les livres de Frédéric ou les livres de Christelle que de lire Poe ou Lovecraft. J'adore reprendre Lovecraft de temps en temps. C'est mes premiers amours, et je trouve que à chaque auteur, en fait, son temps, et ça va bien comme ça. Non, je sais pas, se renouveler, je sais pas. Après, tous leurs livres sont différents, en fait. Frédéric, j'ai pas encore découvert beaucoup, puisque je suis sur le premier en ce moment. Christelle, j'en ai lu beaucoup. Il y en a pas un qui se ressemble. Enfin, c'est génial. Après, il y a des auteurs qui vont retomber dans la même chose. Ceux-là, je les abandonne, quoi. Je relis pas. Là, on parlait de Maud Mayeras tout à l'heure. Effectivement, Hématome, il est poignant. Son dernier avec les monstres, moi, j'ai guère apprécié. J'ai trouvé que c'était un peu tordu la fin. Enfin bon, j'ai trouvé que c'était un peu cliché, celui-ci. C'est une histoire qui revient souvent. Les séquestrations avec le psychopathe qui séquestre. J'ai trouvé que c'était du déjà vu. Donc après, renouveler, je dirais continuer d'avancer. Et toi, Christelle, est-ce que tu te renouvelles, ou est-ce que c'est une vraie volonté? Est-ce que tu te dis comme Fred, il faut que je change si je trouve plus le plaisir, si je m'amuse plus? C'est un peu ça. J'essaye de me renouveler, pardon, pour pas ennuyer le lecteur déjà, et pour pas m'ennuyer moi. Entre 2013 et 2018, j'ai écrit pas mal de paranormal, et je pense que j'étais arrivée au bout. Donc je suis passée sur une dystopie, et je me suis éclatée. Et voilà, quand je trouve que j'ai trop exploité un sujet ou un style, ouais, je passe à autre chose, quoi.
Ouais, je passe à autre chose. Là, j'ai donc deux volumes de dystopie. Après, je suis passée à l'horreur. Et là, je repars dans le paranormal parce que j'ai trouvé, voilà, il y a la petite étincelle qui revient et il faut l'exploiter pendant qu'elle brûle, quoi. Et question aux auteurs de Fanny Jaune, pour écrire des livres comme les vôtres, est-ce que vous faites des recherches ou est-ce que c'est juste votre imagination? Christelle, tu as la parole, tu peux continuer là-dessus. Mais les deux. Les deux. Je fais pas mal de recherches. Et après, ouais, forcément, un auteur sans imagination, c'est pas un auteur, quoi. Mais ouais, j'aime bien parler de ce que je connais. Je veux pas raconter n'importe quoi. Donc, oui, je fais beaucoup de recherches. Comme pour Tu as oublié Annabelle avec les araignées. Quand je l'écrivais, ben, j'avais toutes les espèces autour de moi sur papier pour bien les décrire. Ah oui, c'est une horreur. Tu les décris bien. Hein. J'avais l'impression d'avoir partout. T'as même pas été les voir dans un muséum ou un truc comme ça? Ben, j'ai été les voir, les vraies, les vivantes, à Péridesa. Parce que je les trouve belles en plus. Hein. C'est ça le problème, je les trouve belles, mais il faut de loin. Et tu as parlé aux soigneurs et des gens comme ça, ou juste aller voir? Non, j'ai pas parlé aux soigneurs parce qu'il m'aurait sorti sa grosse bébête, là, puis je veux pas. Voilà. Son araignée, hein, je parle. Soyons clairs, hein. Soyons clairs. On avait compris. Et oui, on connaît le soigneur. Et je sais plus ce que je disais avec mes bêtises, là. Donc tu avais les araignées autour de toi. Ouais, j'avais les araignées autour de moi et après je devenais parano, hein. Parano. Puis en plus, le jour où j'ai ramené mon stock de livres à la maison, il y avait une grosse araignée comme ça sur mon mur. J'ai dit, ce livre, il va me porter la poisse. Les bêtes, elles sortent des pages. C'est pas possible. Et j'en profite pour remercier Elnor76, merci beaucoup, qui vient de s'abonner à la chaîne avec Prime. Merci beaucoup avec Prime Gaming. Bienvenue, c'est qu'on passe une bonne soirée ici. On sait que Christelle fait des recherches très poussées sur les araignées. Et toi, Fred, est-ce que tu es plutôt en mode recherche bibliothécaire? Est-ce que tu vas à Paris-Déjà aussi faire tes recherches? Je vais à Paris-Déjà, mais pas pour les mêmes raisons. C'est pour les gosses, donc je vais pas leur montrer les araignées. Non, bien sûr, ça dépend un petit peu de ce que tu écris, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je vais prendre l'exemple de Danse de sang, par exemple. Là, celui-là, il abordait le thème du vaudou. Le thème du vaudou, c'est un thème hyper complexe avec les différents rites et tout ça. Donc les lecteurs, faut pas prendre les lecteurs pour des imbéciles, en fait, c'est ça le truc de base aussi, c'est qu'un lecteur va forcément aller voir si tu racontes des couilles ou si tu t'y connais. Et ce roman-là, il a mis 6 mois en écriture, mais il a mis 6 mois en documentation avant d'entamer l'écriture. Et là, effectivement, c'était mode recherche, internet, bibliothèque, ouvrage spécialisé, parce que tout ce que tu trouves sur internet, c'est pas forcément non plus crédible, voilà, ou fiable. Donc ouais, c'était 6 mois de documentation, parce que je parlais des différents rites du vaudou, je parlais du syncrétisme religieux. Bref, voilà, c'était un ouvrage très riche, même s'il est très court, très dense. C'est un ouvrage très riche qui nécessitait beaucoup de documentation. Et j'ai bien fait parce qu'il y a un lecteur qui m'a dit j'ai été vérifier tout ce que tu dis, tes sources et tout, c'est génial. Tant mieux. Ça dépend un peu de ce que tu écris. Si c'est maintenant un truc qui sort purement de ton imagination, que tu as envie de faire une histoire, une histoire lambda, j'ai envie de dire, t'as pas forcément besoin si tu joues sur le ressenti. Maintenant, si tu veux ancrer ton histoire dans le réel, avec un contexte historique et tout, oui, t'as franchement intérêt à te renseigner. Sinon, si tu passes juste pour un abruti de service, j'ai envie de dire, qui a cherché la voie de la facilité. Donc, d'office, je me documente. C'est comme quand je parlais de la nouvelle tantôt, pédophilie, j'ai lu énormément de livres de psychologie qui traitent ça. Enfin, j'ai une énorme bibliothèque dedans, il y a de tout, il y a du théâtre, il y a de la philo, il y a de la poésie, il y a des traités sociologiques et tout, parce que faut se nourrir. Pour bien écrire, il faut se nourrir, ça je crois que tous les auteurs le diront. C'est très 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 important de se documenter quand on veut aborder des sujets ou de société, ou religieux, ou psychologiques. Et merci beaucoup pour le follow à Elnor76, en plus de l'abonnement. Soyons fous, merci, bienvenue. Et bienvenue aussi pour le follow à Asma,
qui encourage son Fred depuis les coulisses. J'ai plein de questions là-dessus, mais on va un peu continuer parce que l'heure avance malgré tout. Question à nos lecteurs. On va commencer par Aude, juste pour embêter Fred. Oui, je suis comme ça. Et c'est Fanny qui demandait tout à l'heure, et c'est vrai, il n'y a pas de classification, en tout cas je ne la connais pas, pour estimer la dose d'horreur et d'atrocité qu'il pourrait y avoir dans un livre quand on parcourt tout ça en librairie, par exemple, ou en bibliothèque, ou ailleurs. Et donc, comment on fait pour bien choisir son livre, pour être sûr qu'on ne va pas tomber sur un truc qu'on n'a pas envie de lire? Est-ce qu'il devrait exister un code en disant, voilà, ça c'est très violent, ça c'est pas violent, ça c'est psychologique? Est-ce qu'on devrait expliquer? Maintenant, les libraires, j'imagine, font leur boulot, mais ils peuvent pas tout lire non plus. Et donc, comment vous faites pour choisir vos livres et pour estimer la violence ou l'horreur qui pourrait s'y trouver? Est-ce qu'on peut y arriver? Moi, c'est assez succinct. Ça commence par la première de couverture, ça continue par la quatrième de couverture. Et après, il y a quand même plusieurs genres. Donc, les personnes qui veulent, par exemple, découvrir l'horreur, il y a le slasher, il y a les thrillers horrifiques, parce que tout à l'heure, on parlait du Seigneur des Anneaux. Oui, en thriller, oui, parce qu'il y a une enquête. Mais, enfin, je veux dire, le mec, il mange quand même le cerveau d'autres. Enfin, je veux dire, il y a quand même, il découpe un petit peu accessoirement. Donc, il y a un petit peu des deux. Donc là, ça va être plus modéré. Après, il y a la terreur. Ça dépend ce que la personne recherche, en fait. Après, je pense que souvent, les premières de couverture reflètent assez l'intérieur du livre. On voit Annabelle, faut pas avoir peur des araignées, par exemple. C'est-à-dire, ça reflète assez... c'est commenté, paranormal, ça évoque un petit peu la fiche de l'exorciste. C'est ça que, si je te comprends bien, on annonce la couleur. Donc quand on regarde le visuel, te dit déjà vers quoi on va. Ouais. Par contre, je viens de me faire avoir là parce que je viens d'en lire un d'une auteure et là, la première de couverture était très prometteuse, la quatrième aussi. Et en fait, c'est vide, c'est plat. Et là, je suis désolée, je vais être obligée de faire un retour qui va pas être terrible. Ce sont des choses qui arrivent. Ouais, oui. Pourtant, c'était la première de couverture est vraiment effrayante, mais à l'intérieur, il n'y a rien, quoi. Donc voilà. Après, oui, bah, c'est sûr qu'en librairie, vous avez maintenant, ils font tous les petits résumés, c'est en donnant leur avis, même dans les grandes surfaces, ils le font maintenant. Donc c'est un peu plus facile. Et après, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui est génial pour ça, c'est Babelio, librairie en ligne, allez voir. Et puis vous avez aussi les avertissements publics avertis, plus de 18, tout ça. Donc déjà, ça donne un petit peu le ton aussi, si on veut la grosse horreur ou du plus modéré. Pour moi. Fred Fontes. L'horreur, c'est quoi? C'est quand tu te rends compte que ton téléphone il est à 13% de batterie. En fait, pour être très très honnête avec toi, et que tu es en live sur Twitch. Pour être très honnête avec toi, je le voyais. Mais je le voyais et j'allais te faire flipper quand il en restait 5. Oh. Ça m'ennuie que tu l'aies vu en fait. Parce que ça m'aurait tellement fait rire de te dire il te reste 5%. Donc tout va bien maintenant. Donc excuse-moi, la question c'était... Là, on était dans... Alors on était en train de voir si... Et c'est vrai que comme le disait Aude, il y a souvent beaucoup d'indices sur le visuel, sur la quatrième de couve, éventuellement Babelio et d'autres choses. Mais Fanny demandait comment est-ce qu'on fait pour estimer vers quoi on va pour ne pas tomber sur un livre qu'on n'a pas envie de lire, parce que certains thèmes, on n'a pas envie d'y aller, ou on a envie d'y aller, et comment on fait pour estimer si ça va être trop violent pour soi ou pas. Donc je pense que là, c'est l'importance à l'époque des forums, parce que je ne sais plus si ça... Les forums et des pages littéraires sur les réseaux sociaux, par exemple. Je parle d'un vieux réseau social, Facebook, par exemple. Mais les forums, c'était très bien pour ça. Polar Pourpre, par exemple, la base de données
qui est alimenté là régulièrement, où on essaie d'avoir des univers assez larges. Hein. Y a un dialogue qui peut s'installer, quoi. Parce que on parle des libraires qui peuvent nous conseiller, ok, ils peuvent nous conseiller, mais après, si on veut un avis un peu plus pointu et qui rentre un peu plus dans le détail, par exemple, à savoir, est-ce qu'il y a des horreurs dans ce bouquin-là, parce que ça arrive sur les forums, par exemple, il y a des lecteurs et des lectrices qui nous disent, moi, par exemple, un truc au hasard, les scènes d'autopsie, moi, je peux pas, c'est insupportable pour moi. Bah, il y a des gens qui seront capables de venir la voir et de lui dire, bah, fais gaffe, parce que dans ce bouquin-là, il y a une scène d'autopsie. Je connais des gens, par exemple, qui n'aiment pas voir des chevaux se faire décapiter, par exemple. Voilà. Et donc, si la personne me évoque ça, me dit les trucs sur les animaux, tout ça, ça me plaît pas trop, on pourra la conseiller. Voilà. Mais par exemple, on parle des 4 de couve, par exemple. Ça, c'est un des derniers bouquins que j'ai lu. Je l'ai terminé ce matin. Hein. Hidden Pictures de Brajlon. Alors, Brajlon, en horreur, ils ont un catalogue qui est assez sympa. Hein. Mais la 4 de couve ou la présentation qu'on peut trouver sur Amazon, par exemple, évoque un livre de terreur avec des scènes de ouf et tout, et c'est pas du tout le cas, en fait. Voilà, une ghost story, un truc de ouf, et c'est pas le cas. Voilà, donc après, Brajlon, ils ont été assez intelligents, parce que le seul verbatim qui est utilisé, parce qu'on en voit plein sur Amazon, il y a toute une liste, hein, dont celui-là, mais c'est celui-là qu'ils ont retenu, c'est celui qui est assez soft de Stephen King, qui pose tranquille le cadre en disant j'ai adoré ce roman, un style direct et sans fioriture, de réelles surprises, un rythme qui maintient le lecteur en haleine, et les illustrations sont excellentes. En fait, c'est assez... il se mouille pas trop, quoi, c'est assez basique, mais c'est ce qu'est le bouquin, quoi. Je pensais aller me faire un bon bouquin de flip et tout, et c'est pas du tout le cas, en fait. Donc je pense que si on veut de la cam, c'est comme là, ça va peut-être être l'occasion. Là, à un moment donné, peut-être Fred va nous poser la question et va nous dire, qu'est-ce que vous nous conseillez comme bouquin de flip? Voilà. Quels sont les romans que vous avez lus qui vous ont fait flipper? Et là, je vous dis, il y a voilà, j'ai mis quelques titres comme ça, au hasard sur mon Moleskine. Voilà. Effectivement, je vais vous poser la question, mais pas tout de suite, parce que j'ai pas envie. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Mais on y arrive bientôt, hein, je vous rassure. Bah oui, je suis comme ça. N'hésitez pas d'ailleurs dans le chat si vous avez encore des petites questions. On va tout doucement clôturer, mais vraiment tout doucement. L'horreur, il y a une place particulière, il y a une communauté particulière, il y a des groupes de lecteurs, il y a des salons spécialisés. Dans les librairies, il y a une place bien particulière aussi, en général, quand il y a la place. Est-ce que vous avez l'impression que ce que je viens de dire est correct, ou est-ce que c'est très très compliqué pour du mauvais genre, entre guillemets, de se faire une place? Ou est-ce que vous voyez cet aspect communauté qui se retrouve un peu dans tous les lieux, les salons, les librairies, Internet, etc. etc. Je ne sais pas qui a envie de commencer. Freddy Vince, allez, soyons fous. Est-ce qu'il y a une communauté? Dans les salons et dans les librairies, et dans les événements, ouais, t'as raison. Dans les librairies, des rayons vraiment catalogués horreur, non, t'as pas. En fait, soit tu te retrouves dans le thriller, soit tu te retrouves dans le fantastique au sens large du terme. Il n'y a pas vraiment de classification horreur. Donc là, c'est vraiment au lecteur, comme disait Fred, de faire attention sur les réseaux sociaux. C'est vrai que t'as une mine d'informations. T'as plein de pages qui existent pour t'informer en tant que lecteur et tout. Donc là, c'est vraiment là qu'il faut aller, ou Babelio, tout ça, Booknode, tout ce que tu veux. Mais c'est vrai que ou Calibre, si t'es fan de polar, par exemple. Mais t'as plein de... Allez, t'as pas d'endroit spécifique dans les librairies. L'horreur... ça change, les mentalités commencent à changer, ça a toujours été un petit peu le genre mineur des mauvais genres, j'ai envie de dire, alors que c'est un peu hypocrite, parce qu'au cinéma, c'est un truc qui cartonne, et en littérature, c'est écrit de l'horreur, on te pointe limite du doigt en disant hey, Baltringue, t'apprendrais pas à écrire un roman blanc. Mais voilà, moi je trouve ça un peu débile, parce qu'il n'y a pas de degré de talent selon ton style de littérature. Il y a 3 semaines, j'étais à Mons, à Mons Livre, et on a tendance à dire que les nouvelles, c'est beaucoup plus anglophone, on dit la nouvelle, elle est morte, tout ce que tu veux. Et c'est entièrement faux parce qu'il suffit de voir le revival Lovecraft qui est là.
Là, les nouvelles, Nemos, quand il a sorti son intégrale, il en a vendu je sais pas combien de palettes. Et quand j'ai fait mon livre il y a 3 semaines, j'étais dans le rayon thriller, romance. Moi, je suis arrivé là avec mes livres horribles. Je me dis, putain, ça va être un véritable carnage. Christelle, elle était du bon côté, elle était dans l'imaginaire. J'ai été lui faire coucou par là. Enfin, du bon côté. J'étais un petit peu avec les fées, les licornes et tout ça. Hein. Ouais, Ah, moi, les licornes. J'étais avec les mecs torse nu, bien huilés. Donc, mais n'empêche que j'ai constaté une plus grande curiosité encore des gens, parce qu'il y a plein de lectrices qui étaient avec les livres de Emma Green sous le bras, qui avaient fait la queue pendant 1 heure pour se faire dédicacer leur Emma Green, qui sont venus m'acheter des recueils de nouvelles horrifiques. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez amusant de voir que on aime bien mettre des étiquettes un petit peu sur les gens et sur les genres. Et tu constates un petit peu que les étiquettes, les contours commencent à se gommer, et au final, on fait un seul patchwork. Le tout, c'est de réussir à attirer l'intérêt du lecteur. Je vais rebondir sur ce que tu disais sur les classifications pour les bouquins, pour voir un petit peu pour les lecteurs. Moi, en tant que vieux tromblon, je me rappelle quand j'étais jeune, je mangeais la littérature pour adultes et comics qu'on appelait Le Manoir des fantômes, Il est minuit, l'heure des sorcières. Enfin bref, il était noté pour adultes. Si tu allais dans le LV France, là, tu savais que c'était adulte, rien qu'à voir la couverture, avec les nichons à l'air et la bonne femme qui montrait ses fesses. Mais Michael, par exemple, Michael Sconians, quand il a sorti Dark Gates of Madness, que j'ai coécrit avec Masterton, il avait pris, je sais pas si on va le voir là, mais il avait bien pris la précaution. Là, il notait littérature pour adultes, et en dessous, quelque part par là, il notait 18+. Tout simplement parce que les nouvelles sont quand même hard, on parle quand même de Masterton. À l'intérieur, des illustrations couleurs faites par Floating Fantasque, et il n'a pas fait dans le détail, il a vraiment saisi l'âme des nouvelles. Mais ce qui est amusant de constater, et là, Fred, il va être comme moi, on a beau ne pas avoir l'âge, ça exerce une forme de fascination. Le nombre de gosses qui voient la couverture horrible, ou même celle avec la grosse araignée, et qui ont 11 ans, 12 ans, qui disent « Ah, mais celui-là, il me plaît bien et tout ». Souvent, tu as les parents qui viennent « Mais si, il peut !» Alors, autant pour les autres, si j'ai l'aval des parents, je dis oui. Autant celui-là, même si le père me dit oui, je lui dis non. Et je lui montre quelques illustrations à l'intérieur, et là, 99 fois sur 100, il fait marche arrière, et pour le pourcent qui reste, je refuse de lui vendre le livre, c'est aussi simple que ça. Mais non, je crois que il y a pas de place dans les librairies, encore la littérature d'horreur est sous-représentée, déjà de 1, encore plus si c'était chez un micro ou moyen éditeur. Il faut vraiment être chez Brajlon, voilà, à la limite pour Brajlon ou Mnemos, pour avoir une place en librairie, mais tu seras pas dans le rayon horreur, tu seras dans le rayon au sens large, fantastique. Voilà. Et toi, Christelle, tu étais du bon côté des licornes et des petites fées. Ouais, c'était... Il y a pas vraiment d'endroit, voilà, pour les livres étiquetés Halloween, on va dire, dont on va parler juste après. En librairie, non, on n'a pas notre rayon spécial, quoi. Si, il y a les groupes de lecture spécialisés, tout ça, les salons, mais ouais, en librairie, non, c'est pas... On n'a pas notre place, quoi. C'est intéressant. Moi, j'étais persuadé qu'il y avait quand même une place, mais pas partout. Pour revenir sur les avertissements, je fais une petite parenthèse, hein, parce que depuis le 1er septembre, j'ai ouvert ma maison d'édition. Moi, je vais mettre un point d'honneur à prévenir, voilà, sur la 4e de couverture. Là, c'est du gore, c'est pour public averti. Tu as aussi déjà refusé des ventes? Parce que moi, ça m'est arrivé aussi dans du thriller, donc ça me parle. Tu as aussi refusé, comme Fred l'expliquait. Les gamins sont très attirés par nos couvertures, hein, ça c'est un fait. Et ouais, j'ai fait pleurer une gamine. C'est pas bien, ça. Non, dans un salon. C'est pas bien. Et elle est contente, ça se voit. Elle avait 13 ans et elle voulait acheter Mémoire assassine que j'ai pas là. Mais non, je suis maman et j'aimerais pas que mes gamins lisent mes bouquins, quoi. Il faut être honnête, quoi. Faut être correct. C'est pas un livre pour une gamine de 13 ans. Et elle est revenue l'année d'après, je lui ai dit non, et elle est revenue l'année d'après, et là, je lui avais dit à 15 ans d'accord, du coup elle l'a pris, quoi. Mais non,
à des enfants, je vends pas. Je vends pas. Et Fanny nous dit, je trouve cela très bien d'indiquer cela sur la 4e super idée à l'éditrice que tu es. Et un petit mot sur la maison, on en profite, hein, tant qu'à faire. Oui, bah, elle est toute jeune, hein, 1er septembre, je publie mon premier auteur là, mi-novembre. C'est de l'horreur. C'est de l'horreur parce que je veux pas partir dans des genres qui vont m'ennuyer, déjà. Donc, ouais, c'est de l'horreur. De l'horreur, du paranormal, tout ça, quoi. Je vais rester dans mes thèmes de prédilection et pas m'éparpiller. Et c'est qui? Et c'est quoi le titre? On peut déjà savoir? Alors, ça sera L'île de Sophie Ghisani. C'est une réédition, elle l'avait sorti en auto-édition. Et là, bon, ben, on a signé ensemble et puis on verra comment ça se passe, quoi. Mais bon. Et toi, Aude, est-ce que tu trouves des salons, des choses spécifiques? Est-ce que c'est dur de trouver les auteurs que tu cherches en salon, entre les licornes et les torses huilés? Oui, parce que alors moi j'ai une nette attirance. Je trouve qu'en France, les romans sont un petit peu, comment je pourrais dire, ils sont limités au niveau de l'horreur et je trouve que par exemple au Canada, ça se lâche beaucoup plus. Et je suis dans ma période d'auteur québécois, canadien, et c'est pas facile, ouais, d'avoir les romans. Même en Belgique, les frais de port sont énormes et c'est assez compliqué. Donc après en salon, il n'y a pas. Enfin moi, je sais que du côté de chez moi, il n'y a pas quoi. C'est pour ça que je fais pas les salons d'ailleurs, parce que ça va être de la romance, des romans historiques, des choses comme ça. Bah, en même temps, je suis dans la vallée de la Loire, les châteaux et tout, donc voilà. Je sais pas, mais il y a rien. Chez nous, il y a rien. Horreur, on a l'impression que ça reste tabou. D'ailleurs, quand vous dites que vous lisez de l'horreur, souvent on vous regarde. Ah oui, c'est. On lit pas Victor Hugo, on lit pas Baudelaire, on lit de l'horreur. Alors ah oui, bon. Toi, tu lis toujours de l'horreur? Oui, je lis toujours de l'horreur. C'est vrai, ça reste. Pourtant, il y a des grands livres, mais des grands auteurs. Et tu penses que ça reste un peu, voilà, pointé du doigt, un peu tabou de dire ça à l'heure actuelle? Ouais. Les gens ont tendance, souvent quand on en discute, à nous prendre pour clairement des psychopathes, quoi. Comment tu fais pour lire ça? Moi je pourrais pas. De la torture, du sang, du viol, des membres déchiquetés. Moi je pourrais pas. Moi je peux. Et puis j'aime bien. Et puis j'aime bien quand il y en a encore. Et voilà quoi. Mais après c'est un genre. Hein. Il y en a qui. Moi je suis comme Christelle. On me fera pas lire une romance ou un truc comme ça. Je veux dire. Aucun intérêt pour moi. Vers les papillons, c'est beau, l'amour, c'est beau, voilà, ça c'est fait. Voilà. Et le Belge Kili nous dit, entre l'image qu'on se fait de l'horreur et la réalité, il y a un gros gap. Du coup, si les salons, c'est pas super accueillant au niveau, en tout cas que vous n'avez pas une place vraiment pour vous, si les gens vous pointent un peu du doigt quand vous lisez ça se passe sur Internet alors. Et on va se tourner vers le spécialiste des forums à travers les âges, Fred Fontes. Mais oui, c'est toi. Non, mais après, c'est là que vivent les choses. Ouais, je trouve le débat il est super intéressant parce que du coup, ça explique l'utilité des humbles personnes qui vont sur les forums, qui montent des sujets sur les forums, qui lancent des conversations. Parce que je pense que pour l'utilité, elle est là en fait. Les conseils de lecture, parler du bouquin sans rentrer dans les détails aussi, parce que le but c'est pas de faire un résumé pour les gens, hein, mais c'est de pouvoir aiguiller. Je suis pas libraire, hein, j'ai pas de formation là-dedans non plus, hein, j'ai pas vocation à prendre la place d'un libraire dont c'est le boulot et dont certains sont parfaitement compétents pour ça, hein, pour renseigner. Hein. Après, comme on disait, il y a tellement de bouquins qui arrivent en librairie que pour arriver à
à avoir des explications sur un bouquin en particulier et demander alors il y a ci, il y a ça dedans, c'est chaud, hein. Comme disait Aude, voilà, hein, le roman d'horreur, c'est pas forcément un roman qui est super mis en avant déjà dans certains catalogues d'éditeurs et du coup qui est pas forcément mis en avant en librairie. Bon, après, maintenant, il y a un phénomène qui se fait aussi, c'est qu'il y a beaucoup de bouquins qui font l'objet d'adaptations au cinéma aussi, hein. Donc, du coup, on peut compter sur ça pour que ça soit un peu plus mis en avant. Mais moi, je suis content. Enfin, en fait, je me dis, continuer à lancer des sujets sur mon blog ou à continuer à participer à des forums, parce que je continue à participer au forum de Granger, par exemple, là, qui parle de Granger, mais pas que, et où il y a une communauté. C'est ça qui est intéressant, c'est de rejoindre, aller dans une communauté de lecteurs, et puis comme il y a sur Facebook, hein, il y a des groupes très intéressants où vous pouvez poser une question. C'est ça qui est toujours intéressant, quelqu'un qui arrive en disant j'aime bien les romans d'horreur, qu'est-ce que vous me conseillez comme bouquin? Voilà. Et là, vous avez une avalanche de personnes qui arrivent et qui vous donnent leur conseil de lecture, et je pense que c'est ça le pied aussi, et qui continue à me stimuler des fois, c'est que malheureusement, je suis encore faible de ce côté-là, et je suis encore sensible à des avis de lecture pour des bouquins, quoi. Donc il y a des gens qui me disent ce bouquin-là, il est génial, et puis je me dépêche de me le procurer. Donc les avis de lecteur, voilà. Et sans transition, parce que tu me l'offres sur un plateau, il y a un endroit où on peut avoir des avis, c'est chez Les Inconnus en librairie, que Aude connaît très très bien, et puis j'en parle parce que tu reçois quelqu'un dans pas très longtemps, hein, on m'a glissé ça à l'oreille, donc si tu veux en dire un mot, donc, je vais mettre le lien dans le chat, donc un groupe sur Facebook où on parle bouquin, et où tu fais plein de choses. On est 6000 à peu près. On aborde un peu tous les sujets. Quand Sandra était là, ça touchait beaucoup à l'horreur parce que c'était une passionnée aussi. Donc là, on continue un petit peu. Surtout moi, du coup, dans ce registre-là, je reçois l'excellentissime Christelle Soufflé le 5 novembre. Vous pourrez creuser tout ça et poursuivre la discussion avec elle, ce sera l'occasion. Et donc voilà, n'hésitez pas. Je pense que ce sont ce que disait Frédéric, ce sont des bonnes vitrines, les réseaux sociaux et les blogs, tout ça, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, la mise en avant des romans d'horreur et tout, vous verrez jamais en tête de gondole un roman d'horreur, vous verrez jamais une affiche en ville d'un roman d'horreur qui vient de sortir. Je veux dire, les auteurs, faut aller les chercher, faut les trouver. C'est vrai que la mise en avant, elle est pas évidente, quoi. Donc dans les groupes de lecture, on essaie à fond de privilégier ça. Et de faire connaître. C'est pour ça qu'on fait des lives et tout ça aussi, pour que les gens connaissent les auteurs, découvrent leurs livres, etc., etc. Allez, j'ai encore 2 petites questions parce que je vous l'avais promis et je vais être super cruel. Mais avant, bienvenue à Faustine Espoir. Merci beaucoup pour le follow. Et puis, Shisobu, bien vu le tatouage. C'est pas vraiment un tatouage, hein. En vrai, je sais pas comment je vais faire partir ça d'ailleurs. Ça va jamais partir. Je sais, c'est la... Je peux déjà te le dire, tu vas aller au boulot demain avec ça. Hein. C'est la misère. Voilà. Et expliquer à tes collègues que c'est une licorne. Oui, exactement. Allez, un petit conseil chacun de lecture pour Halloween. Je vais vous donner un conseil possible et puis on creusera, par exemple pendant le live sur le groupe avec Aude et Christelle. Si vous deviez conseiller un livre, un seul, je sais c'est super cruel mais c'est comme ça, aux gens qui aimeraient lire un bon livre pour Halloween, lequel serait-il? Et ma deuxième question, et elle va avec ou pas, c'est vous qui choisissez, comment est-ce qu'on fera peur aux lecteurs en 2023? Est-ce qu'on va faire la même chose qu'en 2022? Ou est-ce qu'il y aura d'autres choses à part la facture d'électricité? Ne faites pas cette bête blague, par pitié. Mais
Shining. Et alors, c'est parce que pendant que vous réfléchissez à vos conseils de lecture, parce que c'est une très très bonne idée de Johan, un bon livre d'horreur serait de raconter la vie d'une lectrice d'horreur forcée de lire un livre de romance. Ça, c'est pour toi, Aude. Oui. Ah, mais ça, clairement. Et ça fait très très peur, c'est très très glauque, ça fait très peur à tout le monde, j'imagine, dans le chat. Hein. Mais voilà, est-ce que... Moi, tout feel good, romance, non, enfin... Qui a un conseil parmi vous quatre? Qui veut se lancer? Un conseil de lecture? De lecture, oui. Pour Halloween. Bah, après, pour Halloween, c'est difficile. Parce oui, je que, sais. Ça mais Aude, j'ai jamais dit que mes questions étaient faciles. T'as pas lu la brochure ou quoi? Ben non, mais jamais. La peur, comme on le disait tout à l'heure, c'est assez subjectif. Donc, chacun a sa manière d'interpréter la peur. Donc, ça peut être à travers un fantôme, ça peut être à travers un psychopathe, un tueur en série, ça peut être à travers un esprit, ça peut être à travers beaucoup de choses. Donc après, tout dépend si la personne veut réellement avoir très très peur, si elle veut juste frissonner. Moi, j'ai lu dernièrement, je vais citer ça parce que c'est dans mes dernières lectures, Violaine de Charnage avec La vie de l'énologie 1 et 2. Là, il y a du bon. Si quelqu'un veut du trash, du sexe, du gore, des pièces détachées, du sang, enfin tout, là, il y a tout là. Il y a un medley dans les dans ces deux tomes de tout. Violaine de Charnage. Et ce sont des nouvelles. Voilà. Et moi j'ai le deuxième, ça c'est le premier. Je l'ai pas encore. Ah, le deuxième il fait plus peur. Oui, la couverture est magnifique du deuxième. La couverture est magnifique. Voilà, ils sont là. Hop. Voilà. Ça, c'est le deuxième. Et comme on le disait, on voit tout de suite, avec ne serait-ce que le visuel, qu'on n'est pas dans de la romance. Ça donne le ton tout de suite. Et elle, en plus, voilà, il y a carrément même le petit panneau là qui prévient tout de suite. Donc c'est pour ça que je dis, si vraiment dans ceux qui nous regardent veulent de l'horreur, du trash, tout cela, c'est sûr. C'est une valeur sûre. Voilà. Laissez la lumière allumée quand même avec Violaine. Hein. Ça peut être un très bon conseil. Et ne mangez pas juste avant aussi. Voilà, c'est ça aussi. Oui, d'accord. Donc, âme sensible, ça peut se tenir ou pas vraiment. Si vous voulez vraiment vous faire peur. Là, c'est pour un public très très averti là. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Frédéric Levins, mais je pense que c'est. Ouais, ceci non. Et en plus, il y a un style qui est vraiment direct, qui est vraiment très propre en fait, qui lui appartient, et une originalité. L'histoire du léprechaune, j'ai adoré. Mange pas ton gras là, dans ça aussi. C'est franchement, c'est génial. En plus, on a la suite, ça se suit selon les. Oui, mais c'est pas encore la suite, c'est la cruauté ça. Eh ben oui. Pour la Saint-Valentin. Mais dans le deuxième, c'est pareil. On aura la suite dans l'autre après encore. Ah, elle est méchante, Violaine. Elle est méchante. Violaine. Ouais. Non, c'est pour un public très averti, cela. Et pendant que les jeux de mots fusent dans le chat, Christelle, est-ce que tu as un conseil pour nous? Moi, j'ai pas lu grand-chose qui m'ait fait vraiment peur là récemment. Moi, je vais rester avec ce que j'ai lu quand j'étais adolescente, Amityville. Ça reste pour moi le livre qui m'a donné le plus de sensations. Amityville. C'est vrai que ça... Ouais, Amityville. On est toujours dans l'urbex, les maisons bizarres, hein, quand même. Ça ne change pas, ça. Mais je sais pas si vous connaissez, vous qui êtes dans le chat. Est-ce que tout le monde connaît Amityville? Ce serait une grande perte, hein. On ne sait jamais. Je sais pas si vous êtes très très jeune. Allez, un conseil. Je sens que ça va être compliqué. Fred Fontes, un seul. Oui, parce que tu sais très bien que je ne pourrais pas te donner qu'un conseil. Mais si, tu vas. Je suis obligé, je peux pas, c'est pas possible. J'ai le doigt sur le bouton mute de ton micro. Sache-le. Mon Dieu. Parce que là, moi, il y a un bouquin qui m'a vraiment marqué il y a quelques années, mais le bouquin, il est plus disponible. Comment je fais pour conseiller un bouquin qui est plus disponible? Ça compte pas, on est d'accord. Celui-là, il va pas compter. Donc, c'est Morte Saison de Jack Ketchum. Voilà, c'est un bouquin de ouf, ça. Voilà. C'est basique, hein. C'est une histoire presque possible, on va dire. Hein.
mais c'est trash dans le traitement. Voilà. Il y a un peu de cannibalisme, tout ça. Et c'est un bouquin, moi, il m'a mis une claque. Alors, c'est frustrant quand on conseille des bouquins parce que c'est un bouquin, si je dis pas de bêtises, il est épuisé chez Brajlon. Je crois qu'il n'est pas ressorti en poche. Donc là, on peut faire un appel du pied à un éditeur en disant ressortez Morte Saison de Ketchum parce que c'est un bouquin de ouf. Et donc, c'est un conseil pour les éditeurs. Allez, je Ouais, t'en laisse un, mais après. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà parlé de Lovecraft tout à l'heure. Allez, un seul. J'en parlerai pas. Un seul bouquin. Un seul. C'est ouf, ça. Mon premier Cimetière de Stephen King. Voilà. On en parlait la dernière fois où j'ai participé à l'émission, là. Voilà. Ma prof de collège qui m'a vu débarquer en cours avec Cimetière en livre de poche et qui m'a dit mais c'est pas de la littérature, ça. Voilà. Mais je crois qu'elle a créé un monstre parce que ça m'a pas du tout découragé. Et voilà. J'ai eu la chance d'avoir des parents aussi qui n'ont pas réfréné cet appétit de lecture. Donc voilà, parce que voilà, on peut lire des bouquins des fois qui sont peut-être pas, parce que Cimetière, début des années 90, bon. Donc Cimetière, il est assez sombre et assez. Donc oui, je crois qu'on peut conseiller. Pour des gens qui n'ont jamais lu de Stephen King, c'est une bonne porte d'entrée. C'est une bonne porte d'entrée. Fred, l'autre Fred, un conseil. Alors, j'ai été chercher dans la bibliothèque à côté de chez moi. Je ne sais pas s'il est encore disponible dans cette édition-là. C'est Le Diable en gris de Graham Masterton. Voilà, de toute façon, il doit être dispo d'occasion en Presse Pocket Terror. Je sais que Brajlon, la réalité, il est sorti aussi chez Milady. Le Diable en gris de Masterton, pour moi, c'est un des ouvrages les plus paf dans ta gueule, j'ai envie de dire. Rien que la scène d'intro nous laisse carrément sur les fesses. C'est du grand art, c'est du grand Masterton. Enfin, en même temps, Masterton, pour moi, c'est, je ne vais pas dire un dieu vivant, mais on n'en est pas loin. Mais j'ai envie aussi de parler d'un pote qui lui est en auto-édition, mais qui est une putain de plume, c'est Arnaud Cotteville. Et si je devais conseiller un bouquin, c'est 1974, enfin 1974 pour les Français. Pour Halloween, franchement, lisez Arnaud. Très bien, ouais. C'est un putain d'auteur et c'est un mec en or en plus. Voilà. Très bon conseil. Est-ce que vous avez envie de nous dire ce qui fera peur en 2023 avant de clôturer gentiment cette très belle soirée, très effrayante mais belle, en votre compagnie? Aude, je sens que tu as envie de dire quelque chose. Non, j'ai envie de dire... On met la même chose, on recommence, on resserre les... Notre société, notre gouvernement, ça nous fait peur. Ça peut vous inspirer, ça, Fred, Christelle? L'actualité, Moi, le gouvernement, il en a déjà pris pour son grade dans la cabale, hein, donc... En même temps, c'est une bonne source d'inspiration. Ouais, voilà, c'est ça. Pour l'horreur, je veux dire. Les tortures, tout ça... C'est vrai que le gouvernement, enfin, je l'avais abordé dans un bouquin en 2019, avec un virus, des habitants confinés et qui devenait ultra violent, et puis 6 mois après, on a une putain de pandémie, donc j'ai évité de réécrire sur le gouvernement, voilà, je porte la poisse. Mais bon, qu'est-ce qui ferait peur en 2023 Non, je sais pas. On ne foutre rien, quoi. J'en sais rien et tout. La pénurie de papier, qu'on puisse plus imprimer des bouquins, voilà, parce que ça, c'est problématique, voilà. Oui, on en parlait tout à l'heure hein, dans le chat. Alors, je vous propose qu'on clôture gentiment. On a un peu débordé, mais quelques petits soucis techniques au départ, 2 fois rien. J'espère que vous avez passé une très très bonne soirée avec nous. Je vais vous laisser évidemment à tous le mode de la fin avant de refermer le couvercle de cette boîte angoissante. Et Fred, je t'interdis de donner d'autres conseils dans ce mode de la fin. Non, je déconne. Mais on fait court. Comment voulez-vous refermer le couvercle? Et on va lui donner la parole en premier, comme ça, c'est fait. Monsieur Fontes, votre mot de la fin pour ce soir. Lisez. Voilà. Ça, c'est un mot de la fin. Voilà. Il faut lire. Il faut lire, effectivement. Bon, on va aller l'étage moi, je vais laisser un message à nos auteurs.
Et je vais leur dire, continuez de nous faire trembler, continuez de nous faire frissonner. Et je suis impatiente de découvrir les livres de Frédéric côté jeunesse. Et je vais juste me permettre de te demander à peu près les tranches d'âge, parce que moi j'ai 2 petites jumelles de 7 ans et qui adorent avoir peur. Est-ce que tu es un peu plus ou un peu plus bas ou... Alors, 7 ans, c'est les petites histoires à faire peur. Là, il y en a 12. J'avais commencé à écrire ça pour ma petite fille qui est une flippette, qui avait peur de ce qu'elle avait trop lié dans son armoire. Et maintenant, elle écrit avec moi, tu vois, donc ça a bien marché. Ça, c'est l'âge, c'est 7 ans, c'est celui-là, en fait. Et ça passe toujours vers le merveilleux. Ouais, mais je te contacterai en MP après, t'inquiète. D'accord, ça marche. Je te contacterai en MP sur Facebook, ça va? Ouais, génial. Mais donc, continuez de nous faire... continuez d'écrire. Comme vous le faites, voilà. Allez, Christelle. Et une photo de licorne, Fred. Pas tout de suite. Alors, j'espère quand même que mais j'espère que ce sera parti pour l'Iris Noir dimanche. Hein. Parce que j'aurais l'air... Mais c'est pas pratique, ça. Le boulot, à la limite, peu importe, mais pas pour l'Iris Noir. Christelle, comment souhaites-tu refermer le couvercle de cette boîte bien angoissante? Eh bien, lisez et n'ayez point peur de passer du côté obscur. Voilà. Et beaucoup de choses intéressantes dans cette soirée. On a cassé les pattes à quelques canards, on leur a un peu tordu le cou au passage. Fred, comment souhaites-tu déjà en disant merci à toi pour l'invitation, à tous ceux qui nous ont suivis, aux blogueurs, parce que sans les blogueurs, sans les lecteurs, sans les groupes Facebook et tout ça, les auteurs comme Christelle, moi ou les auteurs de genre, on avait vachement du mal à exister, tout simplement. Et mon petit conseil pour l'année, c'est soyez curieux, soyez ouverts et n'hésitez pas à découvrir plein d'auteurs. Il y a des choses magnifiques, aussi bien éditées qu'auto-éditées à découvrir. Il y a vraiment des plumes qui valent le déplacement. Et bonne nouvelle, vous pouvez même les retrouver en salon, il faut juste trouver où. Et c'est ça. Parfois, et alors si vous trouvez Fred, vous pouvez vous en servir comme guide. Ça c'est pratique. Parce qu'il vous amènera partout. Merci beaucoup à tous les 4, c'était une très très belle soirée. Vous qui ne voyez pas spécialement le chat, eh bien, on a des merci dans tous les sens. C'était Halloween comme je l'aime, avec beaucoup de talent, que ce soit côté auteur ou côté blogueur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, un peu en avance par rapport à Halloween. Mais voilà, on est jeudi, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? J'espère que vous avez passé une très très bonne soirée avec nous. Et puis à la prochaine. Je vous laisse raccrocher, aller dormir. Je pense que vous avez de longues journées demain, probablement. À très très bientôt. Et nous on va clôturer. On va clôturer gentiment. Un grand merci. Bientôt. Bye bye. Merci pour tout. Bye. L'équipe de Choc nous quitte. Et moi, je suis là pour vous dire au revoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous étiez nombreux à vouloir avoir peur avec cette musique angoissante, avec mon maquillage. Je sais pas comment je vais le faire partir. Je pense qu'il y a le bêtisier qui va suivre. C'est moi en train d'essayer de me démaquiller. Donc peut-être que si vous suivez les réseaux sociaux, je sais pas, on verra. Mais bref, vous le voyez, c'est super simple de nous rejoindre ici sur Twitch. On passe d'excellents moments. Merci beaucoup à toutes les personnes qui parlent de la chaîne, parce que c'est comme ça qu'on fait venir de nouvelles personnes, qu'on est plus nombreux. Vous avez été géniaux dans le chat, j'ai essayé de vous suivre, mais vous étiez vraiment beaucoup. Donc voilà, désolé si je n'ai pas tout lu, enfin en direct, mais j'ai tout lu moi. C'était vraiment très très chouette de vous avoir. Je vous le rappelle quand même, il y a une page Facebook, il y a la chaîne YouTube, il y a mon compte Twitter, Instagram, TikTok, le meilleur de tous, le bouche à oreille. Et puis, comme je le dis chaque fois, si tout le monde trouve une personne, nous serons le double jeudi prochain pour de nouvelles aventures.